Bonjour, non, ça, oui, bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 6e épisode de Science en conscience. J'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Pierre de la chaîne YouTube Décoder l'écho, qui va nous parler de la crise Covid, et des vraies causes de la mortalité. J'ai eu le plaisir déjà de recevoir Pierre il y a quelques semaines, c'était le 24 mai dernier. On a pu voir ensemble qu'il y avait pas tant de morts que ça finalement pendant cette année 2020 et 2021, en tout cas début 2021. Et donc là, on va voir quels sont les liens entre les décisions qui ont été prises et la mortalité. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment expliquer ces pics? Mais on va commencer d'abord par le générique. À tout de suite. Bonsoir à tous pour ceux qui arrivent à l'instant. Donc, c'est Jérémy Mercier pour ce 6e épisode de Science en conscience pour Réinfo Covid. Aujourd'hui, on va avoir un sujet vraiment très intéressant. Ils sont toujours très intéressants, bien sûr, mais ce soir, c'est particulièrement précis et ça va venir un peu dégommer le narratif habituel et officiel sur la crise Covid que nous vivons. On va avoir Pierre de Décoder l'écho sur donc les causes de la mortalité, les vraies causes de la mortalité dans le cadre de cette crise Covid-19. Pierre est statisticien, il s'intéresse beaucoup aux chiffres. Au début, il travaillait plutôt sur la partie économie, et puis la crise Covid est arrivée. Il a fallu qu'il jette un coup d'œil à tous ces chiffres et qu'il compare ce qu'il voyait sur les graphes et dans les tableaux avec ce qui était présenté aux infos. Il se trouve que les choses sont bien différentes. Je vais donc accueillir Pierre tout de suite. Salut Pierre. Salut Jérémy, merci de me recevoir une nouvelle fois. Merci beaucoup. On avait eu de super bons retours la dernière fois. Il y a même des gens qui nous avaient dit vous m'avez réconcilié avec les statistiques, avec les maths. Pas mal quand même. Hein. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette dynamique et provoquer peut-être des nouvelles, des personnes qui auront envie de se replonger, de revenir aux maths, aux statistiques, aux calculs et qui vont vouloir vérifier par elles-mêmes aussi ce qui se passe parce que c'est un peu ça tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de ne pas croire aveuglément ce qu'on entend dans les médias, mais se faire une opinion basée sur une réflexion poussée et si possible avec le plus de vérification de ce qui est présenté. Oui, c'est exactement ça. C'était bien l'objectif de ma chaîne, c'est d'expliquer quels sont les concepts, les définitions des mots qui sont utilisés à la télé. Et à partir de tous ces mots-là ont un sens et ils font référence à des chiffres derrière. Et en comprenant ces mots, en sachant où aller chercher ces chiffres, on réussit finalement à se faire sa propre opinion, sa propre idée sur ce qui est en train de se passer, sur tous les sujets. Et donc, c'est extrêmement important d'être capable aujourd'hui d'aller sur les sites officiels de la donnée, l'INSEE, Eurostat, pour être capable d'avoir ses propres analyses et même pas forcément de lire exactement toutes les analyses qui sont proposées, mais au moins d'aller voir les chiffres pour se faire sa propre idée. Donc, je pense qu'à notre époque où les données sont disponibles et utilisées, il faut savoir se défendre contre des personnes qui souhaiteraient nous mettre des idées dans la tête avec lesquelles on ne serait pas forcément d'accord. Alors, je voulais juste avant qu'on démarre ta présentation, préciser une petite difficulté parce que quand on est sur un chemin de vérité, il y a des obstacles et un obstacle qui est assez important, c'est celui de la censure qui est de plus en plus présente et notamment sur YouTube. Ta chaîne, comme la mienne, ont été bloquées une semaine parce que des choses qui ont été présentées sur nos chaînes n'allaient pas dans le sens de ce que YouTube voulait entendre. C'est très inquiétant sur la liberté d'expression, d'autant qu'il ne s'agit pas de mensonges ou de volonté de nuire ou quoi que ce soit. Il s'agit de présenter des choses telles qu'elles sont et de se rapprocher le plus possible de la vérité. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ?
Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai publié sur ma chaîne 2 vidéos du Conseil scientifique indépendant et qui ont été du jour au lendemain censurées. Donc ça fait un avertissement et un bannissement d'une semaine coup sur coup qui me sont arrivés comme ça sur le coin du nez la même journée. Pour le motif d'informations fausses médicales. Donc j'ai été voir dans les règles, tout est détaillé dans les règles de la communauté. Et donc sur YouTube, il est interdit de contredire l'OMS, c'est écrit noir sur blanc. Donc, tout discours qui soit argumenté en utilisant des chiffres que vous allez chercher sur Internet qui contredit les dires de l'OMS aujourd'hui est susceptible d'un bannissement. Donc, le prochain coup, je serai suspendu 15 jours et puis après, la chaîne sera détruite par YouTube. Donc, ce soir, nous n'allons pas contredire des autorités de santé. Nous allons aller voir les chiffres, surtout pas, tels qu'ils sont sur les plateformes qui font autorité, c'est-à-dire l'INSEE, Eurostat, Medicam pour les données d'assurance maladie, ECDC pour tout ce qui sont les données qui concernent les restrictions mises en place sur les pays. Tout ça sont données officielles. Et puis, World in Data pour tout ce qui est données de vaccination des différents pays. Donc là, le dernier pour data. Our World in Data. Our World in Data. Ok, très bien, ça marche. Voilà, sur lesquels, voilà. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de vous présenter les chiffres en ne contredisant personne, mais à partir des chiffres, on fait une analyse, on les confronte et puis on en tire des conclusions. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que vous soyez conscients, tous ceux qui regardez les différentes informations que vous avez sur YouTube, de règles de fermes qui font qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut. Dans les règles, par exemple, de YouTube, je ne sais pas si on a le droit de dire des choses aujourd'hui contraires à ce que dit l'OMS aujourd'hui, mais que l'OMS affirmait hier. Voilà, c'est fatalement, puisque comme l'OMS s'est déjà contredit, si on affirme ce qu'a dit l'OMS avant, est-ce qu'on est banni? Est-ce que si ce que je dis aujourd'hui, l'OMS finit par changer d'avis, comme ça lui est déjà arrivé, ils finissent par se ranger à ce que nous on dit, est-ce que du coup on sera réhabilité? Est-ce que ce seront les autres qui seront bannis? Oui, ça serait drôle que l'OMS soit banni pour des propos qui seraient plus en accord avec ce qu'il disait quelques jours avant, ce qui arrive tout le temps pourtant. Voilà, je ne sais pas si l'OMS, si des bouts des parties de discours d'OMS sont bannis du fait que maintenant ils sont contredits par la même OMS. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Ok. Bon, en tout cas, là, le sujet de ce soir, ça va être sur les vraies causes de la mortalité. Alors, tu as fait un travail remarquable sur la mortalité toutes causes confondues, donc en France, qu'on avait présenté le 24 mai dernier lors de la 3e émission Science en conscience, donc pour Réinfo Covid. Et là, il s'agit d'aller un peu plus loin, parce que j'avais eu des personnes qui, à la fin de l'émission, étaient venues vers moi en me disant « Ah oui, mais justement, c'est grâce au confinement, c'est grâce aux masques, c'est grâce à… » toutes ces mesures présentées comme sanitaires, qu'on a évité le pire, parce qu'on est en guerre, on nous l'a bien dit, contre un virus, on a un ennemi invisible, et les personnes m'ont dit, mais c'est grâce à tout ça qu'on n'a pas été décimés. Sauf que quand on regarde finement les chiffres de la mortalité et qu'on essaie de voir des liens avec les décisions qui ont été prises, on se rend compte qu'il en est tout autre. C'est bien ça ? Tout à fait, on va voir ce qui s'est passé sur les différents pays européens et en France particulièrement, et on va essayer de sortir de ce que j'appelle un biais de perception, mais je vais en reparler en début de présentation, et on va partir de la mortalité toute cause à différentes périodes, et on va mettre en face les décisions qui ont été prises et puis des éléments documentés, notamment par le conseil scientifique, de décès qui sont survenus pendant ces périodes-là. Et on va regarder combien ça fait de décès comptabilisés pour savoir si les pics de mortalité observés pendant notre année 2020 sont à relier au seul et unique fait de la dangerosité d'un virus ou si elles viennent de la combinaison de certaines décisions qui ont été prises. Et tout ça, c'est quantifié. Je vous l'ai dit, je vais me servir même d'un article du conseil scientifique lui-même qui a quantifié des choses. Et donc, quand tu dis conseil scientifique, tu veux pas dire le conseil scientifique indépendant? Ah non, je veux parler de Cauchemez et Fontanet, des vrais membres du conseil scientifique qui ont publié une étude qui nous permet de savoir exactement des personnes qui sont décédées dans certaines conditions. Cette étude est encore disponible quand j'écris, je vous mets les chemins, vous pouvez la lire. Il y a encore tous les éléments, les graphiques, et c'est très intéressant. Ok, super. Écoute, je vais te laisser la parole pour commencer ta présentation dès que tu es prêt. Très bien. Alors,
Puis je Est-ce salue que tout vous le monde qui voyez, arrive en même temps parce que je vois ça défile. Hein. Ouais, on a des messages de partout. Là, c'est la Réunion. Enfin bref, j'ai vu plein. Bref, la Guyane. On a tous les dom-toms là. Je sais pas pourquoi. Super. Bonsoir à tous. Il doit être d'ailleurs. bonsoir. J'ai pas vu Nouvelle-Calédonie. Ça doit être la pleine nuit. Mais bon, il y a le Portugal. Il y a du monde de partout. Il y a du monde de partout là. C'est génial. Très bien. Alors, je mets mes plus plates excuses auprès des dom-toms, puisque bien souvent, je travaille sur France métropolitaine. Et c'est pas que je les oublie. C'est que comme il y a un discours aujourd'hui qui est de dire qu'il y a une diffusion de pandémie, pour pouvoir y répondre, il me semblait plus pertinent d'avoir des territoires un peu contigus, c'est-à-dire qui se touchent, quoi. Et donc travailler sur France métropolitaine jusqu'ici, ça correspondait plus à essayer de trouver du sens à ce qui se passait, plutôt que de rajouter des territoires qui sont sur même d'autres hémisphères, quoi. Absolument. Voilà, merci pour d'autres hémisphères. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, ouais, j'ai partagé ton écran, donc il est visible, c'est bon. Très bien. Alors, la présentation que je vais vous faire, je l'ai appelée Covid-19, retrouver du bon sens et changer de regard sur les chiffres. L'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer que si on sort aujourd'hui du discours ambiant quotidien que l'on a de présentation uniquement des chiffres de la Covid-19, en se sortant de ce discours, on peut regarder la situation d'un œil, on va dire, plus posé pour comprendre ce qui est en train de se passer depuis plus d'1 an. Et il faut sortir de ce climat de stress permanent de ce qui va nous arriver et d'incertitude pour regarder les chiffres de manière posée, pour essayer de comprendre. Tant qu'on est dans l'urgence de pas savoir ce qui va se passer et d'avoir peur pour le lendemain, on se sortira pas de cette situation, ça c'est clair. Et on pourra s'en sortir que vraiment en faisant une analyse posée. Et donc, il faut retrouver ce que j'appelle du bon sens et sortir de la panique. Très clairement, on n'a pas de vie facile pour ça, puisque tous les jours, et depuis plus d'1 an maintenant, sont martelés en permanence à la télé, dans les médias, sur toutes les chaînes, à la radio, dans les journaux, toujours des choses en rapport avec la Covid-19, que ce soit des cas, des hospitalisations ou des décès. Et donc, ça nous donne un biais de perception permanent qui est de croire que tous les décès du monde depuis plus d'1 an sont liés à la Covid-19. Ce qui est évidemment complètement faux. Hein. Rien qu'en France, le comptage large réalisé sur les décès Covid nous dit 100 000 en 13 mois, et en 13 mois, il est mort plus de 800 000 personnes en France. Donc très clairement, on n'est pas en train de parler de la majorité des décès français. On est en train de parler d'une partie. Il ne faut pas oublier tous les autres. Et donc, c'est un peu de ça qu'on va parler. On va regarder sur l'ensemble des décès ce qui s'est passé pour se défaire du biais de perception qui est de croire que tout est Covid. Tout n'est pas Covid. Il y a d'autres types de décès et ils sont nombreux. Et voilà, par exemple, quelque chose qui porte un biais de perception. Vous avez extrêmement nombreux sites comme ça, même avec des Français qui ont fait des choses là, qui sont passés dans les médias, qui sont très très jolis d'ailleurs, au demeurant. Des sites comme celui-ci, alors je sais plus comment je l'ai trouvé, celui-là, en tapant sur Google des cas Covid ou des décès Covid dans le monde. Ce graphique-là montre en rouge le nombre de cas Covid qu'il y a dans le monde, donc ça date ici du 14 juin, le nombre de décès comptabilisés jusqu'ici avec le 3 millions là, et puis en vert, de manière très positive, les doses vaccinales qui ont été distribuées dans le monde. Et donc ça, pareil, le code couleur déjà. Ce code couleur, il est incroyable déjà, moi je trouve. Et je voudrais aussi faire remarquer que le chiffre des décès, donc il ne fait que se cumuler. C'est-à-dire que contrairement aux épidémies de grippe, on s'arrête normalement à la fin de la saison. Bah là, ça s'additionne, ça ne fait que augmenter. Et oui, on repart pas à zéro, quoi. Non, on repart pas à zéro du tout. On parle pas des moments où ça s'arrête, notamment dans les 2 hémisphères, mais on en reparlera tout à l'heure. Et ça, c'est rigolo. Ce graphique-là qui est montré, c'est un graphique qui est assez connu de gens qui aiment jouer. Ça ressemble à un jeu qui s'appelle The Plague, qui est un vieux jeu qui existe dans lequel il y a une maladie qui se propage et sur laquelle on essaie de faire disparaître l'humanité. Et donc, c'est exactement le même type de couleur, un peu la même cinématique qu'on voit avec des points rouges qui montrent des endroits où il y aurait des épidémies. Alors évidemment, ces points rouges ne représentent pas les cas aujourd'hui puisque c'est le cumul des cas du passé, mais en recouvrant le monde de points rouges, on donne vraiment l'impression que il y a un problème mondial permanent tout le temps,
et qui est que la Covid est partout en permanence et qu'elle a atteint tous les territoires. Donc ça, ça représente pas la réalité, mais c'est bien une arme de communication qui est extrêmement puissante. Et on parle bien là que de la Covid. Et pour parler alors, moi, dont j'ai envie de vous parler, c'est pas de la Covid toute seule, ce sont des décès toutes causes. Pourquoi ? Parce que pour savoir si une maladie a un impact vraiment sur la mortalité et qu'elle est dangereuse, il faut qu'elle ait un impact sur les décès toutes causes. On y reviendra tout à l'heure. Mais les décès toutes causes, le problème, c'est qu'ils sont extrêmement durs à trouver. Pour les trouver partout en Europe, on peut aller sur le site qui s'appelle Eurostat, c'est le site sur lequel Eurostat, c'est l'organisme un peu fédérateur de tous les instituts statistiques européens. Et sur le site de Eurostat, tous les instituts statistiques européens envoient leurs statistiques. Bon, c'est même Eurostat qui impose aux pays européens de faire certaines statistiques, donc des enquêtes qui sont obligés de mener. Et les pays envoient leurs données. Et donc sur Eurostat, on a tous les décès hebdomadaires de remontés depuis 10 ans, même par groupe d'âge, qui vont sur ce site. Donc il n'y a aucune data visualisation sur les décès de mort toute cause. Il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de carte. Il y a juste des tableaux qui sont extrêmement pénibles à aller chercher si vous ne les connaissez pas. Là, je vous mets l'arborescence, donc il faut réussir à aller sur le site, aller dans base de données, explorateur de données, base de données par thème, population et conditions sociales, démographie, immigration, mortalité, et enfin mortalité, décès hebdomadaires. Et là, tout en bas, il y a des tables qui sont intéressantes. Donc, si vous n'avez jamais été sur un site comme ça, c'est quand même assez complexe à aller chercher. C'est complexe, mais quand on est en train de réaliser un site internet où on va piocher de la donnée un peu partout, pas facile, et qu'on crée des cartes, normalement, ça coûte pas beaucoup plus cher d'aller chercher les tableaux qui sont disponibles sur Eurostat. Donc le site que je viens de vous montrer avant, qui fait vraiment tout son focus sur la Covid-19, il pourrait très bien nous mettre en face la mortalité toute cause de tous les pays européens et même d'aller les chercher dans tous les pays du monde. S'il fait l'effort pour la Covid, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas faire l'effort pour la mortalité toute cause, mais il ne le fait pas. Et s'il ne le fait pas, c'est pas par difficulté. Sur Eurostat, il y a un tout petit code à rentrer pour aller chercher les tables. Donc, c'est vraiment par choix éditorial. Voilà. Donc, il y a des choix éditoriaux qui sont faits partout, de montrer la Covid et uniquement la Covid, et de ne jamais mettre en face la mortalité toute cause, qui nous donnerait une idée de savoir s'il y a vraiment plus de décès que d'habitude dans tous les pays. Et alors, pourquoi c'est vraiment important de regarder les décès toutes causes ? Tu veux m'interrompre, Jérémy ? Pas du tout, non, Pardon. Vas-y. Je rigole d'avance. Oui, je suis désolé, je présente mes excuses à Emmanuel Todd qui n'aime pas du tout cette comparaison apparemment. Je ne connais pas Emmanuel Todd, mais on m'a dit qu'il n'aimait pas. Donc, il faut analyser les décès toutes causes pour savoir si un événement, une maladie, une catastrophe a un impact sur la mortalité. Et il ne faut pas regarder que les événements en rapport que les décès en rapport avec cet événement. Par exemple, si jamais j'avais l'idée de me dire, je vais regarder si manger une glace à la vanille, c'est extrêmement dangereux. Et je vais me mettre à comptabiliser les décès qui surviennent le lendemain de la dégustation d'une glace à la vanille. Je vais statistiquement voir certainement quelque chose. Ici en bleu, voici donc les décès en France à peu près du printemps jusqu'à l'automne, c'est-à-dire en dehors des périodes de mortalité habituelles, disons on va dire de mai jusqu'à septembre. En France, il décède 1500 personnes tous les jours en période calme. Vu notre population et le nombre de personnes âgées qu'on a, on est à 1500 décès par jour. Donc ça, c'est vraiment quand il se passe rien de spécial. Et donc l'été, on est à peu près constant, sur ce nombre de décès. Si jamais je me mettais à compter les décès qui ont lieu après une glace à la vanille, l'été, je verrais un gros pic de décès. Pourquoi ? Pas parce que manger une glace à la vanille, c'est dangereux, mais parce que l'été, il y a beaucoup plus de gens que l'hiver qui mangent des glaces à la vanille. Et donc, fatalement, si beaucoup plus de gens mangent des glaces à la vanille, parmi les décédés, l'été, il y a plus de personnes qui ont mangé une glace à la vanille la veille. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais de perception, c'est-à-dire focaliser sur un événement particulier et compter quelque chose comme les décès, ça ne prouve pas, ça n'est pas une preuve que ça, c'est dangereux. Pour que ce soit dangereux, il faut qu'il y ait un impact sur les décès toutes causes et qu'il y ait un impact direct et sans qu'il y ait d'autres mesures particulières. Donc c'est bien ça qu'on va regarder. On va regarder les décès toutes causes en Europe, en France, pour savoir ce qu'il se passe
au niveau de la mortalité. Donc maintenant qu'on sait qu'il faut regarder les décès toutes causes, que c'est pénible à les chercher, mais je vais vous les présenter. Les décès toutes causes, évidemment, le fait d'avoir plein de décès, ça dépend principalement de 2 facteurs. Le premier, c'est le nombre de personnes qui vivent sur le territoire. Voilà, c'est tout bête, hein, mais plus il y a de monde, plus il y aura de décès. Et enfin, l'âge de la population. Fatalement, dans un territoire quel qu'il soit, plus il y a de personnes âgées et plus il y a de décès. Et donc, c'est pas anodin du tout. Par exemple, là, je suis en Europe et donc il y a 33 pays que j'ai étudiés grâce aux données Eurostat. Il y a notamment en Europe l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, ça, ce sont le nombre de décès qu'il y a toutes les semaines en Allemagne depuis le 1er janvier 2019. Donc, vous voyez qu'en Allemagne, il décède à peu près 20 000 personnes par semaine. Ça varie selon les périodes de l'année, entre de 15 à 20 000 selon les moments. Donc, ce sont à peu près les chiffres de l'Allemagne. Et à côté, le Liechtenstein, il décède, voilà, quelques dizaines de personnes par semaine. Et donc, ça ne veut pas dire que le Liechtenstein est un endroit sûr quand l'Allemagne est un endroit dangereux. La seule chose qui se passe, c'est que l'Allemagne a 83 millions d'habitants, quand le Liechtenstein en a 38 000. Donc, il est tout à fait normal d'avoir plus de décès tout le temps en Allemagne qu'au Liechtenstein. Bon, voilà, c'était juste pour l'illustrer. Donc, on ne faut pas s'alarmer d'un nombre de décès important en Allemagne et plus important qu'au Liechtenstein. Et la deuxième chose, l'âge des gens. Dans un EHPAD, si chaque année, il y a plus de décès que dans une école maternelle, de la même manière, ça n'est pas que l'EHPAD est plus dangereux que l'école maternelle, mais juste que les résidents d'un EHPAD sont plus vieux que les résidents d'une école maternelle. Les soignants savent, qui sont dans les EHPAD, que voilà, dans un EHPAD de 200 personnes à peu près, il décède en moyenne une personne toutes les semaines, voire 2 dans les périodes de forte mortalité, alors que même dans une école maternelle de 200 enfants, il ne décède pas un enfant toutes les semaines. Et c'est heureusement et c'est normal. Et des personnes dans des EHPAD qui décèdent, c'est le lot quotidien des personnes qui y travaillent, alors que dans les écoles maternelles, si jamais ça arrive, c'est un drame absolu. Et d'ailleurs, c'est bien ça qu'il faut éviter au maximum. Donc voilà, c'est important. Il faut regarder la taille de la population et l'âge des gens. Et ça, c'est pas anodin parce qu'au sein d'un même pays, la population change énormément d'une année sur l'autre et l'âge des gens aussi. Voici en France, donc depuis, ça je vous l'avais déjà montré la dernière fois, je vous le remonte. Exactement. Ouais. Le nombre de décès en France chaque année depuis 1962. Donc, on avait bien vu que l'année 2020, c'est l'année sur laquelle nous avons eu le plus de décès depuis 1962 en nombre total, en brut. Et que ce nombre de décès, d'ailleurs, il ne cesse d'augmenter depuis 2010 à peu près. Bon. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait prendre en compte l'évolution du nombre de gens qui vivent en France pour faire cette comparaison, et puis l'évolution de l'âge des gens. Et pour ça, je vous avais montré donc la pyramide des âges française. Je vous l'avais peut-être pas montré d'ailleurs la dernière vidéo. Si. Donc ça, c'est la pyramide des âges en 2000 en France. Donc on a pour chaque tranche d'âge ici 0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, la part d'hommes à gauche et la part de femmes à droite. Et donc ça représente la France dans les années 2000. Donc en 2000 exactement, pardon. Et en 2000 en France, il y avait énormément de personnes de moins de 55 ans et très peu de personnes de plus de 55 ans. Pourquoi ? Ben, parce que 1939 et 1945, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui a tué énormément de monde dans ces générations-là, et qui a fait aussi que très peu de monde est né à cette période. Et juste après la guerre, il y a eu un énorme baby boom, avec beaucoup d'enfants qui sont nés, et donc qui en 2000 avaient entre 50 et 55 ans. Et donc, fatalement, 20 ans plus tard, ces baby boomers ici, qui avaient les plus vieux entre 50 et 55 ans, mais ils ont au-dessus de 70 ans et ils vont bientôt dépasser les 75. Et comme je le disais tout à l'heure, la principale cause de décès encore en 2021 et partout dans le monde, c'est l'âge. Et donc, la probabilité de décès est bien plus grande à 70 ans qu'elle ne l'est à 50. Donc, le nombre de décès en France ne cesse d'augmenter, notamment puisque cette génération-là vieillit et qu'elle est extrêmement nombreuse. En 2000, il y avait 9 millions et demi de Français plus de 65 ans, et en 2020, il y en a 13 millions et demi. Donc, il y a 4 millions de Français de plus de 65 ans de plus qu'en 2000. Et ça ne va cesser d'augmenter, donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de décès.
Donc, pour comparer les choses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a standardisé la population de façon à prendre en compte dans les décès la taille de la population et l'âge. Donc, pour faire ça, c'est pas très compliqué, c'est détaillé dans une vidéo de ma chaîne. On prend pour chaque année, quelle qu'elle soit, 1962 par exemple, le taux de mortalité pour chaque âge. Le taux de mortalité, c'est le nombre de décès divisé par la population. Et ce taux de mortalité, on le remultiplie ici par la population du même âge en 2020. Donc ici, on a l'image de ce qu'auraient été les décès en France depuis 1962 si chaque année, on avait eu la population de 2020 et non pas la population de l'année considérée. Donc si en 1962, la France avait eu la même population que 2020, il y aurait eu 1 500 000 morts. Donc qui est beaucoup plus que les 670 000 que nous avons eu en 2020. Et donc ce qu'on a découvert en faisant ce graphique, c'est que l'année 2020 n'est plus du tout une année de record de décès, mais au niveau de l'année 2015, c'est-à-dire la 6e année de l'histoire sur laquelle nous avons eu le moins de décès en France. Donc on a eu plus. Quand on avait fait l'émission ensemble, je t'avais arrêté sur cette phrase tellement ça paraissait fou et je voulais que tout le monde se souvienne de ça. C'est que l'année 2020 était parmi les années les moins mortelles en France une fois qu'on avait standardisé par âge. C'est quand même hallucinant de décalage avec l'image que les gens peuvent se faire de ce qui s'est passé en 2020 en France. C'est fou. Oui, c'est pour ça que je parle de biais et qu'il faut remettre les choses à leur place en parlant de mortalité toute cause pour regarder ce qu'on a vécu. Et donc c'est là qu'étaient intervenues certaines personnes en disant mais ouf, qu'est-ce qu'on a bien travaillé du coup pour sauver tout ce monde-là. Exactement. Et donc là on va aller et puis j'avais eu aussi comme remarque oui mais alors là vous parlez de la France qui est un cas exceptionnel alors que partout ailleurs dans le monde ça a été l'hécatombe. Donc là on va faire les deux. On va regarder ce qui s'est passé ailleurs en Europe pour vérifier si nous sommes un pays exceptionnel et si oui, dans quel sens d'ailleurs. Donc voilà, là c'est le lien pour aller refaire tous ces calculs. Tout est détaillé. Donc c'est Sylvain Rousselot qui avait fait tout le texte de cette vidéo et qui a fait toute la démarche. C'est écrit partout dedans où aller chercher exactement les bonnes données, comment pas à pas refaire les calculs pour retomber sur ce graphique. Et je pense que voilà, en manipulant aussi les chiffres, c'est une manière de comprendre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de compter, et puis finalement de relativiser quoi. Donc passons maintenant à l'Europe. Maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait faire sur cette carte ici, donc avec les données Eurostat que j'ai pu récupérer, je vous ai montré le chemin tout à l'heure. On peut faire cette carte là. Donc ici, j'ai représenté avec une couleur pour chaque pays européen l'année pour laquelle ce pays européen a eu le plus de décès en total. Donc en marron, c'est quand c'est l'année 2020. Donc on a bien vu qu'en France, c'est bien l'année 2020 pour laquelle nous avons eu plus de décès total et on a corrigé ça par l'âge. Donc là, quasi une bonne partie des pays d'Europe a bien eu son maximum de décès en 2020. Il y a des exceptions quand même, notamment des pays nordiques, Norvège, Suède, Lituanie, Lettonie, Estonie, Danemark, Islande, etc. Et puis aussi Autriche-Hongrie. Et une seconde. Ça, c'est pas standardisé par âge du coup, si? C'est pas standardisé par âge, c'est du brut. Okay. Donc on est vraiment en brut. Il y a une bonne majorité des pays européens qui ont eu leur record d'essai en 2020. Et tu remontes jusqu'à quelle année pour regarder c'est jusqu'à 70 du coup? Ouais, c'est ça. Je suis descendu jusqu'à 70 pour savoir quel était le... Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est 70 le mine que j'ai ici. Et ici, voilà, je suis passé, j'ai cliqué un peu vite, mais ici j'ai fait exactement le même exercice que pour la France, c'est-à-dire que j'ai standardisé par âge, et en standardisant par âge, je suis tombé sur quelque chose de bien différent, et j'ai fait 5 classes de pays. J'ai à peu près 5 classes de pays qui se ressemblent. J'ai certains pays qui, en regardant la mortalité par âge, ont eu pour ces pays-là, l'année 2020, ça a été l'année la moins mortelle de toute leur histoire sur laquelle je suis réussi à remonter. C'est le cas notamment de l'Islande, la Norvège et le Danemark. Dans ces 3 pays, il n'est jamais décédé moins de personnes, en corrigeant de l'âge évidemment, qu'en 2020. C'était vraiment l'année où on est le moins décédé. J'ai aussi un certain nombre d'autres pays, comme l'Allemagne, la Suède, la Finlande, l'Estonie et la Lettonie, pour lesquels l'année 2020, c'est en fait la 2e année la moins mortelle de toute leur histoire. Il n'y a que 2019 qui a été moins mortelle, et en effet, si vous allez regarder les chiffres, c'est intéressant, vous verrez que 2019, c'est une année d'extrêmement faible mortalité partout en Europe, où il n'y a quasiment pas eu de mortalité hivernale. Donc c'est quasiment un record très difficile à battre, mais il y a quand même 3 pays qui ont réussi à le battre. Donc là, pour ces 7 pays-là dont je viens de parler, 8,
Voilà, on est soit 2020, c'est soit l'année la moins mortelle, soit la deuxième année la moins mortelle. Et ensuite, il y a une majorité de pays qui sont en orange clair et en orange foncé, là, pour lesquels l'année 2020 se situe dans la norme de ce qu'on a vécu dans la décennie. Donc, c'est entre 2010 et 2019, si vous voulez. Pour les pays les plus clairs, on est plus proche de 2015, qui a été une année avec une mortalité hivernale relativement forte. Et pour les plus foncés, on est proche de 2012, voilà, qui a aussi été une année de mortalité forte. Et finalement, sur la carte, qu'est-ce qu'il reste 5 pays, donc l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, pour lesquels, en effet, pour ces 5 pays-là, 2020 est bien l'année la plus mortelle, mais uniquement de la décennie. Uniquement de la décennie. C'est-à-dire que 2020, en termes de mortalité par âge, c'est comme 2010. Et c'est moins mortel que toutes les autres années avant 2010. Donc même pour ces 5 pays-là qui sont les pires, l'année 2020 est la 10e année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc voilà, au pire 2020, en standardisant par âge, c'est 2010. Et on n'a pas pire, en Europe en tout cas. Et t'as pas les chiffres pour la Belgique, Irlande et Royaume-Uni? Alors, Irlande, le Royaume-Uni, non, j'ai pas, c'est pas sur Eurostat. Pour la Belgique, si. Alors c'est mon outil cartographique qui m'a fait une petite blague. Donc c'est du orange foncé. Belgique, c'est du 2012 parce qu'en fait, il m'a découpé la Belgique en 3 dans les 3 cantons là, et du coup, il en a coloré qu'un, c'est Bruxelles. Voilà. Oui. Mais bon, si vous allez voir mon article, je crois que j'ai corrigé la carte et que la couleur est bonne pour la Belgique. Ça marche, ok. Voilà, c'était une petite blague de mon outil de réalisation de cartes. Bon, j'apprends à coder en même temps que je fais tout ça. Hein. Parfois, ça peut rester imparfait. D'ailleurs, tous ces résultats-là, tant que j'y suis, sont disponibles sur une plateforme qui s'appelle GitHub. Donc, si vous connaissez le langage R ou vous voulez vous y mettre, j'ai tout codé en R. Donc, j'ai appris R depuis mars, la nuit, pour tout faire. Et j'ai absolument tout codé en R. Ça va se connecter sur Eurostat, sur le CDC, à World in Data. Ça récupère toutes les données, ça les agrège, ça corrige quand c'est pas les mêmes tranches d'âge, par exemple, ça met tout ensemble de façon à ce que ça marche. Et ça vous permet de sortir les cartes directement. Ou sortir tous les graphiques que je vais vous montrer, ça fait tout. Donc vous pouvez télécharger, vous pouvez même modifier le code. Il y a quelqu'un de très très sympathique qui a corrigé certaines parties, enfin plutôt qui les a mis de façon à ce soit plus lisible, qui a refait l'arborescence et tout. Donc n'hésitez pas à participer vous aussi. Et même l'objectif, si quelqu'un sait comment rajouter les autres pays, je prends. Il n'y a aucun souci, on peut rajouter au maximum. Plus on aura de pays dans l'analyse, et mieux ce sera. Ici, on a quand même déjà 33. D'ailleurs, il y a un exemple, il y a un pays qui serait très intéressant, je ne sais pas si tu as pu regarder, c'est la Biélorussie, parce que c'est le seul pays au monde qui n'a pas imposé de restrictions Covid. Oui, alors j'ai pas les données sur Eurostat, je connais pas l'Institut statistique Bélarus. Voilà, j'ai été voir des choses déjà sur par exemple sur le Brésil, bon, c'est pas, enfin comme c'est des fichiers Excel qui traînent, c'est pas facile à rajouter. À mon avis, peut-être il y a peut-être quelque chose à réussir à faire pour rapatrier les données anglaises à l'intérieur, parce qu'il se passe des choses très intéressantes en Angleterre à les regarder. Okay. Et toujours pareil, comme c'est souvent un exemple pris médiatiquement pour la France, en tout cas, de parler de l'Angleterre et ses nombreux variants. Je peux vous assurer que quand vous allez sur un institut statistique anglais et que vous allez télécharger les décès toutes causes, vous avez des surprises. Notamment, vous découvrez le fait qu'il n'y a absolument aucune surmortalité là-bas depuis mars dernier. Donc c'est vraiment intéressant à regarder comme courbe. Quel délire. Ok. Maintenant qu'on a vu ça, donc on a vu finalement l'année 2020 aller dans la norme de la décennie. Bon, moi la question que je me suis posée, c'est de savoir où est-ce qu'est-ce qui compte le plus en termes de décès. Est-ce que finalement c'est l'année qui a une importance, par exemple l'année 2020 qui serait une année de forte mortalité et qui serait vraiment très importante pour tout le monde, ou est-ce que c'est plutôt le pays dans lequel on vit qui va me dire si j'ai plus de chances de survie, on va dire, chaque année. Donc ça, c'est le graphique que j'ai essayé de faire. Donc
Bon, il n'est pas forcément très simple à comprendre. Je vais essayer de le détailler un petit peu. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on avait standardisé par âge. Donc, pour chaque pays et par population, pour chaque pays, j'avais mis sur la carte en standardisant de façon à ce que chaque pays, j'avais mis sa population de 2020 sur toutes ces années antérieures pour regarder s'il avait eu plus ou moins de décès. Là, j'ai été plus loin. Comme je vous ai montré, on ne peut pas comparer les décès entre le Liechtenstein et l'Allemagne parce qu'il n'y a pas la même population. Donc là, j'ai voulu mettre la même population à tous les pays, partout, tout le temps. Comme je suis français, j'ai mis partout sur tous les pays d'Europe, mes 33 pays, j'ai mis la population de la France en 2020 et j'ai regardé le nombre de décès qu'ils auraient eu s'ils avaient eu la population de la France en 2020. Donc, donc là, on a l'impression qu'il pleut. Les petits points bleu clair, ce sont les années plus proches de 2020. Les petits points bleu foncé, ce sont les années plus proches de l'an 2000. Voilà, j'ai 20 ans à peu près de profondeur. Et puis en rouge, c'est l'année 2020 là qui est marquée. Donc ce que ça signifie, par exemple, c'est que si en Bulgarie, il y avait eu la population de la France de 2020 en 2020, en France, il y a eu 670 000 décès, et en Bulgarie, s'ils avaient eu la même population, ils auraient eu environ 1 400 000 décès. Ça vous donne une idée de la différence de mortalité qui existe au XXIe siècle entre la France et la Bulgarie. Il y aurait eu à peu près 2 fois plus de décès en Bulgarie qu'en France en 2020 s'ils avaient eu la même population. Et donc là, ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est que si les pays de l'Est, notamment ici, ce sont les pays de l'Est de l'Europe, avaient la population de la France, ils auraient tous bien plus d'1 million de décès chaque année. Et donc s'il y a moins d'1 million de décès dans ces pays-là, c'est beaucoup, surtout parce qu'ils sont moins nombreux, mais aussi parce qu'ils sont plus jeunes que les Français. Et s'ils sont plus jeunes que les Français, c'est parce qu'ils meurent plus jeunes. Donc il y a très peu de personnes âgées dans ces pays-là, puisque finalement on ne survit pas jusque-là. Donc c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas tant de morts que ça chaque année, c'est qu'ils sont pas très nombreux et qu'en plus ils décèdent au fur et à mesure. Et donc, en revanche, des pays comme la Finlande, voilà, ont des nombres de décès beaucoup plus comparables à la France, ici en dessous de 750 000. Et en Europe de l'Ouest, donc ça, ce sont les pays de l'Europe de l'Ouest, on est plus proches les uns des autres. Donc en France, 670 000 ici en 2020, et l'Islande a fait pareil. Enfin, ils sont beaucoup moins nombreux, mais là, standardisé en population France 2020. La Norvège aussi avait la même mortalité que la France. Voilà, donc on a certains pays qui sont comparables. Alors on voit quand même que la France, c'est quand même le pays d'Europe et donc certainement du monde sur lequel on meurt le moins. C'est quand même, là, en standardisant tout, on voit bien que les points français de ces dernières années sont bien plus bas que tous les autres points de tous les autres pays d'Europe. Ça signifie que nous vivons dans le pays où l'on meurt le moins en Europe, donc probablement du monde, et qu'en même l'année 2020 est une année qui aurait été un record absolu en termes de sous-mortalité pour quasiment tous les autres pays d'Europe. Ce qui veut dire que l'année 2020 en France, c'est une année et un territoire sur lequel nous sommes le moins morts dans toute l'histoire de l'humanité, probablement. Donc c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête, quoi. Non seulement on est peu morts par rapport à d'habitude en France en 2020, mais par rapport à tous les autres endroits existants sur la planète, on est excessivement peu morts. Donc c'est une année vraiment qu'il y a très peu d'endroits dans le monde qui réussiront à battre prochainement, quoi. Donc on en est là. Donc il n'y a pas de si les Français sont en psychose pour cette mortalité-là, vous imaginez dans l'état dans lequel doivent être les autres chaque année. D'ailleurs, à ce sujet, vous remarquerez que donc voici la Bulgarie, par exemple, aussi qui a des mesures restrictives. Donc là, tout se passe comme s'ils avaient la même population que la France. Personne s'étonnait, la Bulgarie vivait très bien d'avoir le double de morts que les Français chaque année s'ils avaient population égale. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc ils avaient 600 000 morts de plus que les Français tous les ans, mais sans aucun problème, et tout le monde trouve ça absolument normal. Les autorités de santé aussi trouvent ça parfaitement normal. Et là, en 2020, voilà, donc tout le monde trouve ça normal, 600 000 morts de plus. Et là, en 2020, voilà, il y a une remontée qui fait remonter la mortalité au niveau des années autour de 2010 pour ce pays-là, ce qui fait 100 000 morts de plus. Et donc là, voilà, il y a une panique générale avec des mesures extrêmement fortes qui sont mises en place
pour un équivalent en population française 200 000 morts de plus, quand en fait tous les ans il y en a 600 000 de plus et personne ne dit rien. Donc quand on voit ça, les vraies différences de mortalité qui existent en Europe, elles sont entre pays. Et ce qui s'est passé en 2020, à côté, c'est un épiphénomène. Et les vraies différences de mortalité viennent de la situation, de la qualité de la santé au sein des pays, de la pauvreté, de l'accès aux médicaments, de l'accès à la nourriture, enfin des qualités de vie au travail. Enfin, tout ça, ça fait un ensemble d'éléments qui ont une influence énorme sur la mortalité et qui sont la principale. Et le fait d'avoir ou non des années exceptionnelles, ça ne joue qu'un petit peu dans le tas. Hein. Ce qui est vraiment important, encore une fois, et je vais le dire, c'est d'avoir un système de santé performant et peu de pauvreté. C'est ça qui fait que nous avons peu de décès. Ça n'est encore une illustration. Et ça n'est pas la réaction exceptionnelle ou bien des années exceptionnelles qui font les choses. C'est structurel. C'est la structure de votre pays qui fera que vous avez ou non des chances supérieures de survie. Et c'est tout. C'est bien ça qui compte. Donc voilà où on en est pour les décès. Je vais faire un dernier petit point là-dessus pour clore sur cette idée d'année. On va reparler un tout petit peu des années moissons pour vous dire que les maladies ne respectent pas le calendrier et qu'il est tout à fait normal que d'une année sur l'autre, il n'y ait pas le même nombre de décès. On a vu tout à l'heure, je vous remonte le graphique, là, l'année 2020, il y a plus de décès que les autres années, on en a parlé. On s'en a standardisé par âge, mais donc l'année 2020 c'est un saut par rapport à 2019, on a fait beaucoup plus d'un coup, mais c'est pas la seule année dans ce cas-là. Hein. Il y a des années où on a un saut de décès d'une année sur l'autre, et ces années-là, dans la littérature, on appelle ça des années moissons. On peut discuter sur le fait que ça existe ou pas, enfin quelles en sont les causes en tout cas. Voilà, on appelle ça les années moissons habituellement, mais on voit bien des sauts en termes de nombre de décès d'une année sur l'autre. Donc il y a plein d'explications. Je vais peut-être pas vous passer ça tout de suite, mais une façon du coup, comme ces années moissons, elles sont hyper régulières et elles arrivent tous les 2 à 3 ans, une manière de savoir si on a vraiment plus de décès actuellement que les années précédentes, c'est de grouper les années par 3. Puisqu'on sait qu'il est normal d'avoir des sauts de temps en temps, on essaye plutôt de mettre les années par 3 pour savoir si vraiment on a plus de décès qu'avant. Et je l'ai fait pour toute l'Europe de manière standardisée ici. Donc là, je ne vais pas rescinder en deux. Là, vous avez le nom des pays en bas. Et puis, voici les triplés d'années. Et juste graphiquement, très rapidement, vous voyez que le point rouge qui est la triplette d'années 2018, 2019, 2020 est en bas pour quasiment tous les pays d'Europe, ce qui veut dire que le dernier triplé d'années est bien le moins mortel de l'histoire de tous ces pays-là, et quasiment à quelques exceptions près. Donc l'année 2020 n'a absolument pas rattrapé les baisses de décès très importantes que nous avions eues en 2018 et 2019. Nous sommes donc dans un triplé d'années qui fonctionne complètement, quoi. Donc c'est ça vraiment. Je suis bien attentif parce que ce qu'on dit là, c'est la stricte vérité par rapport à ces analyses de chiffres officiels, et c'est en décalage total, diamétral par rapport à ce qu'on entend dans les actualités, en gros. Oui, mais encore une fois, je parle bien des décès toutes causes pour voir qu'en décès toutes causes, voilà, ce qu'il s'est passé, c'est dans la norme de ce qui est observé. J'enlève le prisme de la Covid-19 puisqu'on n'a jamais parlé avant de la Covid et des morts qui seraient liés à des tests PCR positifs sur des coronavirus. On l'a jamais fait avant, donc on a l'impression que c'est nouveau. Et donc, on est parti de zéro et que maintenant, on a un compteur qui s'accumule. Mais encore une fois, c'est ce j'appelle un biais de perception. Il ne faut pas partir de là. Il faut regarder si au niveau des décès toutes causes, il s'est passé quelque chose ou pas. Et donc là, ce que l'on voit, c'est qu'on a une année qui finalement s'inscrit dans un triplé d'années où il y avait eu peu de morts les 2 années précédentes et où on a un peu plus en 2020. Mais encore une fois, on est dans la norme de la décennie. Pour finir un tout petit peu là-dessus, il faut aussi avoir en tête que imaginez un territoire sur lequel, en 2019, il y a eu 0 mort. Un territoire grand, hein, mettons par exemple même un pays. Voilà, il y a 0 mort en 2019. Est-ce que là vous vous dites, il y aura plus jamais de mort dans ce pays-là, ou est-ce que vous vous dites, l'année d'après il risque d'y avoir un rattrapage? Intuitivement, quand on, juste avec du bon sens, ce que j'aimerais retrouver, on va quand même se dire que
si sur tout un pays, on n'a pas de mort en termes pendant une année, probablement que l'année d'après, il y a quand même des gens qui vont décéder parce que tous les humains finissent par mourir à un moment ou à un autre. Donc, si on décède pas à un moment, c'est juste reporté à plus tard. Donc, si l'année 2019, comme j'ai dit, est un record de baisse de mortalité, il est tout à fait normal d'envisager que l'année 2020 soit une année avec une mortalité supérieure, juste parce que les gens ont vécu plus longtemps qu'avant. Et donc, ils n'ont pas vécu moins longtemps, ils ont vécu plus longtemps. Et pourtant, c'est tout bête et c'est du bon sens. Et lorsque vous avez des statisticiens, des chercheurs ou n'importe qui, des mathématiciens, qui se mettent à projeter dans le futur des taux de mortalité qui baissent, ils oublient complètement ce simple fait de se dire au bout d'un moment, les gens décèdent. Donc, si on a eu moins de morts en 2019, on n'en aura pas de moins en moins jusqu'à tomber à zéro. Il y a un moment où les gens vont décéder, on va avoir une hausse, c'est juste mécanique. Et même les enfants le savent, mais quand on est né devant sa copie et qu'on fait des maths, il y a parfois on l'oublie et on trouve des articles là-dessus qui sont à tomber par terre quand finalement on prend un peu de hauteur par rapport à ce qu'il y a décrit. Donc voilà pour la mortalité toute cause regardée par année. Si tu as des questions, Jérémy, n'hésite pas, parce que là, on va détailler les différentes parties de l'année pour voir ce qui s'est passé en 2020 et le lien avec les politiques publiques. Bah non, très bien, c'est justement ça le gros sujet, parce qu'on a vu qu'il y avait ce biais qui était tout le temps utilisé de mort Covid, qui est très branlant, enfin qui repose pas sur des bases solides. Là, il s'agit vraiment de revenir aux faits, c'est-à-dire est-ce que les personnes sont mortes ou sont pas mortes. C'est tout à fait binaire, il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, on peut vraiment dire des choses intéressantes et ça fait tellement de bien d'entendre ça et c'est tellement rare que je te laisse avec grand plaisir la parole sur ce sujet et j'ai envie qu'on aille un peu plus loin maintenant sur les causes qu'on va pouvoir essayer de déterminer ensemble. Oui, alors là, je vais parler de ce tout petit chapitre. D'ailleurs, je te remercie, Jérémy, et je remercie Denis Rancourt, puisque mes anciennes analyses partaient du principe qu'il existait une diffusion épidémique. Donc, je suis parti de ce principe-là, et mes anciennes vidéos partent de ce principe, et si je les referais maintenant, je ne dirais pas la même chose. Mais c'est très bien, d'ailleurs, je les laisse, et vous pourrez voir que moi aussi, je change d'avis et je progresse en étudiant les chiffres. Donc moi, jusqu'ici, j'étais parti du principe que les maladies se diffusent dans le monde et donc que la mortalité se diffusait. Et donc qu'il y avait des vagues de mortalité observables dans les différents pays et que voilà, ça partait d'un endroit qui avait plus de morts et puis qu'ensuite ça s'éparpillait un peu partout et puis qu'on allait avoir des morts qui allaient arriver en décalé. Eh ben c'est faux. C'est entièrement faux. Donc, ce que l'on observe ici avec nos 33 pays d'Europe, mais qui est vrai dans tout l'hémisphère nord, c'est que les hausses des décès qui ont lieu tous les hivers et que l'on relie aux maladies hivernales, on dit que ce sont les maladies qui font ça. Moi, ce que j'observe en tant que statisticien, comme tu le dis, c'est binaire. Il y a plus de décès l'hiver que l'été, et c'est tout le monde en même temps. Donc, il y a ici de la Suède en bleu jusqu'au Portugal. Donc là, ce sont les décès chaque semaine standardisés de façon à pouvoir mettre tout le monde sur le même graphique. Voilà, tous les hivers, il y a bien des hausses de décès absolument simultanées sur tous les pays européens. Voilà, ça démarre en même temps, ça finit en même temps. Donc, il n'y a pas d'histoire de un Portugais éternue pour contaminer un Suédois. Ils sont à 3000 km de distance. Et il n'y a pas de diffusion petit à petit. C'est tout le monde qui décède en même temps, aux mêmes périodes et de la même manière. Donc ça, c'est extrêmement... Enfin, moi, ça m'a surpris et du coup, je laisse tomber cette histoire de... En tout cas, il n'y a pas de propagation de mortalité. Ça, c'est pas vrai. C'est vraiment tout le monde en même temps. Et donc, c'est vrai l'hiver et c'est vrai aussi l'été. Les canicules, elles ont lieu à peu près en même temps sur les différents territoires. Je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que ces variations qu'on voit saisonnières de mortalité, avec des hivers où il y a plus de mortalité, toute cause, et moins de mortalité l'été, c'est particulièrement vrai dans les pays de latitude moyenne, donc en Europe. C'est moins le cas quand on se rapproche de l'équateur où la mortalité est beaucoup plus stable le long de l'année. On n'a pas ce phénomène de variation aussi fort que dans les pays de latitude moyenne. Oui, et à l'inverse, dans l'hémisphère sud, ce sont les saisons inversées. Absolument. Voilà, donc quand vous avez aujourd'hui des discours qui... donc nous, on est en été, donc comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit l'Angleterre, la France, vous prenez toute l'Europe, on est en mortalité basse sur absolument toute l'Europe et c'est normal.
Et là, vous avez des discours alarmistes qui vous disent c'est extrêmement grave ce qui passe en Australie parce qu'ils sont en mortalité haute. Mais oui, c'est en effet, voilà, c'est ce qu'on appelle l'hémisphère sud. Donc voilà, donc il y a vraiment un phénomène cyclique, saisonnier, de hausse de mortalité que l'on ne sait pas expliquer d'ailleurs aujourd'hui. Hein, les gens ne sont pas d'accord dessus. On y travaille, mais il y a bien un lien saisonnier avec différents phénomènes qu'il faut encore étudier. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier résultat. La hausse de mortalité, même quand on vous parle d'une hausse de mortalité dans les médias due à telle ou telle maladie, ça n'est pas une preuve que quelque chose se diffuse. C'est une preuve que les gens tombent malades à certaines périodes parce qu'on est dans une période où on tombe malade, mais ça n'a rien à voir avec une diffusion. Voilà, ça n'est pas une preuve de diffusion. Maintenant qu'on a dit ça, on va regarder chacune des épisodes de hausse de mortalité qui ont lieu depuis 2020 et qui ont été appelés vagues médiatiquement. La première qu'on va regarder, c'est celle de mars-avril 2020. Toujours, on va regarder les morts toutes causes à ce moment-là. On va pas parler de Covid spécialement, on va regarder de quoi sont décédés les gens à ce moment-là et quels sont les pics observables de mort toute cause. Et donc, le premier résultat intéressant sur cette première vague de mars-avril, c'est qu'en fait, elle a concerné extrêmement peu de territoires. Donc, en mars-avril 2020, en tout cas, on ne peut pas parler de pandémie, ça veut dire total partout. Ça n'existe pas. Il n'y a que certains territoires qui ont été touchés par cette hausse de mortalité. Je vous mets un exemple. Ici, encore une fois, ce sont les décès hebdomadaires, des standardisés. Ici, c'est de la Suède. J'ai mis un trait violet au milieu qui est la moyenne de ces décès et puis je l'ai encadré par ce qu'on appelle des intervalles de prédiction à 95% qui nous permettent de savoir si on est au-dessus ou en dessous de l'habituel. Voilà, donc c'est dépassé assez régulièrement l'hiver et on voit en effet des pics qui ont été dépassés. Et puis en rouge, j'ai mis ce qu'on appelle une moyenne glissante des décès pour voir si on est plutôt en période hausse ou basse de décès sur 52 semaines d'affilée. Et donc là, vous voyez que la Suède, donc mars-avril 2020, c'est ici, il y a bien un pic de décès en Suède à cette période-là. Et ce pic-là n'existe pas en Norvège. Donc pourtant, qui sont deux pays qui sont pas très loin l'un de l'autre. Et donc, il n'y a pas du tout d'universalité de ces décès. Il y a des pays où il y en a, d'autres où il n'y en a pas. De mémoire, sur les 33 pays, je le détaille dans l'article, vous avez tous les graphiques, il n'y a que 9 pays d'Europe sur les 33 où il y a bien un pic qui dépasse la mortalité habituelle sur cette période de mars-avril. Seulement 9 sur 33. 9 sur 33, ça fait un tout petit peu plus du quart, quoi. C'est tout. Tiens, d'ailleurs, je l'ai jamais commenté, mais vous voyez que sur la Suède, l'année 2019 est une année vraiment de record absolu de sous-mortalité jamais égalé, hein, il n'a jamais mort aussi peu de monde qu'en 2019, et que le pic que l'on voit de 2020, c'est un rattrapage qui remet la Suède dans ses standards habituels, et qui a une hausse de mortalité que depuis octobre. Bon, et pour la Norvège, tout ça n'existe pas, ça continue à être dégringolade des décès. Tant mieux pour eux. Donc voilà, il n'y a que certains pays qui ont de hausses de mortalité. Et en France, eh bien, il n'y a que certains départements qui ont une hausse de mortalité. Ici, vous avez les départements en Île-de-France. Donc, j'ai mis en rouge la période de confinement où vous voyez que pendant cette période-là, il y a des hausses de mortalité sur toute l'Île-de-France pendant le confinement, alors que ici, ce doit être Nouvelle-Aquitaine, il me semble. Et en Nouvelle-Aquitaine, pendant le premier confinement de mars-avril, il n'y a absolument aucun département qui a une hausse de mortalité. Voilà. Donc, cette hausse de mortalité de mars-avril, elle a concerné peu de pays d'Europe, et au sein de chaque pays d'Europe, peu de territoires. Donc, c'est vraiment des phénomènes qui sont localisés. Ça n'est pas du tout pandémie au sens tout le monde à la fois. Et c'est ça, ce phénomène-là, il me semble que c'est du jamais vu. On n'a jamais assisté à de telles différences de mortalité avec des pics qui apparaissent à certains endroits et qui ne sont pas à d'autres dans l'histoire. Oui, c'est quelque chose de nouveau quand on regarde les statistiques. Habituellement, chaque hiver, quand vous regardez les pics de mortalité, ici vous voyez quand même que les bosses, même sur les petits territoires, ils se voient au moins un petit peu. Bon, alors en Creuse, où il y a vraiment personne qui habite, c'est difficile, mais quand même, quoi. Et c'est tout le monde en même temps, quasiment en même temps. Il y a un peu de hasard statistique dans le décalage, certainement, mais voilà, on est vraiment synchronisé.
Et là, non, il y a des choses particulières qui se sont passées sur certains territoires. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que à partir de documents officiels, encore une fois, je vais regarder cette hausse de mortalité en fonction des politiques de santé qui ont été mises en place. Les politiques de santé ont des impacts et ces impacts ont été quantifiés. En France, voici donc, je vous ai montré la Suède, la Norvège, mais oui, c'est ça. Et voici donc la même graphique pour la France avec les décès hebdomadaires depuis 2013, les moyennes, les extrêmes, là ici les intervalles de confiance, la moyenne mobile, et puis j'ai mis en jaune ici en pointillé aussi les périodes de confinement que nous avons eues. Et donc nous avons en France 3 périodes de hausse de mortalité, comme un certain nombre de pays. Donc mars-avril qui se voit bien, on a un vrai pic, mais on a vu qu'il n'était pas partout, c'est localisé. Et on a un pic ici en octobre et on a un autre pic depuis début janvier. Donc là, on va commencer par mars-avril. Et on voit qu'un peu comme la Suède, en 2019, la France, on était plutôt dans une période de sous-mortalité par rapport à d'habitude. Et que ce pic de mars-avril, finalement, il a rattrapé la moyenne. Et qu'on a une hausse de mortalité relativement aux quelques années précédentes que depuis octobre et depuis janvier. Donc, sur mars-avril, ce que je vous propose de regarder, on va détailler ça grâce aux chiffres de l'INSEE sur le site qu'on peut télécharger. On sait où sont décédés les gens. On sait s'ils sont décédés à l'hôpital, en EHPAD, ou bien chez eux, ou à l'extérieur, dans la rue, etc. Donc là, on va commencer par regarder les décès qui ont eu lieu en dehors des structures de soins, c'est-à-dire des gens qui sont décédés ni en EHPAD, ni à l'hôpital, donc en dehors de toute structure. C'est important de la regarder parce que j'ai eu beaucoup de remarques de journalistes, même des gens qui sont venus me voir en me disant le confinement, c'était quand même vachement bien en mars-avril, rien que parce qu'en fait, on a évité énormément d'accidents de la route et donc ça a sauvé la vie à plein de monde. Alors, ici, je vous ai proposé un petit graphique, histoire de remettre un peu les choses en proportion. Imaginons qu'on enferme tout le monde sur cette période-là, sur ces 2 mois, et donc en effet, on va éviter des accidents de la route. Il y en a 3600 en France par an, donc 3600 morts. C'est fait que pendant 2 mois, on va en éviter 600. Voilà, des accidents de la route. Mais si on enferme tout le monde, il faut savoir qu'en France, il y a 150 000 infarctus tous les ans et 120 000 AVC. Donc en enfermant tout le monde, on va avoir 25 000 infarctus de gens enfermés chez eux qui vont mourir et 20 000 AVC de gens enfermés chez eux qui vont mourir. Donc lorsque l'on prend une décision aussi forte que celle qui a été prise, il ne faut pas s'attendre à n'avoir que les effets bénéfiques. Et en l'occurrence, les accidents de la route, quand on les compare au risque d'AVC et au risque d'infarctus, voilà, il y a quelque chose qui pèse dans la mortalité et ce ne sont pas les accidents de la route. C'est bien les AVC et les infarctus qui tuent des gens en France et pas les accidents de la route. Et c'est pas anodin ce que je viens de vous raconter parce que précisément le 7 mai 2020, si vous allez télécharger le bilan hebdomadaire épidémique de Santé publique France, il y a cette petite phrase qui nous informe que pendant le confinement, il y a eu un sous-recours énorme aux urgences AVC et aux urgences infarctus. Donc là, ils se réjouissent que ce soit un tout petit peu remonté. Mais là, sur la dernière semaine de confinement, il manquait quand même 300 personnes relativement aux années précédentes, est-ce qu'on a d'habitude, aux urgences cardiaques et 300 personnes aux urgences AVC. Donc, et là, ils sont contents de dire que ça a remonté. C'est-à-dire que, juste petit calcul, si pendant 8 semaines, il est manqué 600 personnes à ces 2 urgences-là qu'on n'a pas sauvées, ça fait quand même 4800 personnes qui ont fait des AVC et infarctus chez elles ou à l'extérieur, mais sans jamais être pris en charge par du soin. 4800 à comparer aux 600 personnes qu'on pense avoir sauvées en les empêchant de prendre la route. Bon, sachant que les soignants, eux, continuent de prendre la route et que les personnes des services aussi, et que c'est plutôt eux d'habitude qui n'ont pas des voitures terribles et qui ont des accidents en se levant pour aller au boulot. Mais passons. Et bon, voilà, on en est là, on a quand même ce 4800 qu'on va garder en tête là de personnes qui sont restées chez elles et qu'on n'a pas traitées. Donc ça, ce sont les décès à domicile chaque semaine, chaque jour depuis janvier 2019 jusqu'à janvier 2020 jusqu'à avril 2021. Et ce sont des décès quotidiens à domicile, donc des gens qui sont morts chez eux.
évidemment, qui n'ont absolument jamais été considérés comme ayant la Covid. Ils ne sont pas du tout dans les statistiques Covid. Donc, ils ont peut-être fait des PCR, mais en tout cas, ils sont complètement passés en dehors des radars de la Covid. Et ils ont beau être passés en dehors des radars de la Covid, les moments où ils sont morts correspondent assez exactement au moment où sont morts aussi les gens de la Covid. Et en particulier pendant le confinement de mars-avril, ici. Donc, on a quand même eu pas mal de décès à domicile. Et on en a aussi depuis octobre. Bon. Les décès en mars-avril, pour savoir combien il y en a, on regarde combien il y en a en plus que d'habitude. Voilà, il y a à peu près 400, sur le début 2020, il y avait 438 personnes tous les jours qui décédaient à la maison, donc sans rentrer dans une structure de soins. Et à partir de mars-avril, il y en a eu beaucoup plus, donc notamment depuis le confinement. Et donc, la surmortalité, c'est-à-dire les décès qu'on a en trop par rapport à d'habitude à domicile, ça correspond à 5448 personnes. Sachant que rien que pour les AVC et infarctus, nous avons compté qu'il en manquait 4800 à l'appel sur cette période-là qui ne se sont pas pointés aux urgences. On se dit qu'on est quand même pas loin de l'explication de pourquoi on a une surmortalité sur cette période. Ces deux nombres-là sont extrêmement proches. Donc, il y a beaucoup plus... On peut lire sur certaines personnes qui disent « voilà, ça, c'est des gens morts de la Covid qu'on n'a pas compté ». J'ai quand même l'impression que quand on regarde les autres pathologies, on est sur des nombres extrêmement proches de ce qu'on cherche. Et donc, il est fort probable qu'on soit en train de parler de personnes qui sont restées chez elles à domicile confinées et qui n'ont pas eu accès aux structures de soins, quel que soit le problème qu'elles aient eu, dont notamment les infarctus et les AVC. Et donc, voilà pour les décès à domicile. Passons maintenant toujours sur cette période de mars-avril. On a beaucoup de détails sur ce qui s'est passé à l'hôpital. On sait à cette période-là, notamment, que les consignes qui ont été données aux Français, ça a été de dire, si vous êtes malade, surtout vous ne consultez pas, parce que consulter son médecin, c'est dangereux. Voilà, ça a été dit. Et donc, vous restez chez vous. Si ça va pas, vous prenez du Doliprane et vous faites dodo. Si ça vraiment pas, vous appelez votre médecin, il vous dira de prendre du Doliprane et de faire dodo. Et si jamais la maladie s'aggrave pour de vrai et que vous ne pouvez plus respirer, et bien dans ces cas-là, vous foncez à l'hôpital. Donc, c'est ça la consigne passée en mars-avril pendant cette pandémie. Et donc, le médicament prescrit, c'est le Doliprane. Ça, c'est intéressant que le médicament prescrit soit le Doliprane. J'ai téléchargé les données Medicam, donc qui sont disponibles en ligne. Donc, ce sont les données de l'assurance maladie. Vous pouvez les télécharger et faire le même exercice que moi. Et ils sont rangés par catégorie, ces médicaments. Ce sont tous les médicaments distribués par les pharmacies chaque mois. Donc, vous pouvez en avoir en euros, au nombre de boîtes. Là, j'ai mis en euros parce que comme les boîtes contiennent des nombres de médicaments différents, finalement, le nombre d'euros correspond un peu plus à quelque chose de stable dans le temps, quoi. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que chaque hiver, quand même, les Français, on leur distribue des antibiotiques en période où leur santé est fragile et où on a des décès. Bon, ça diminue quand même pas mal ces dernières années. Il y a beaucoup de politiques qui se sont mis en place pour faire diminuer cette consommation d'antibiotiques. Et surtout, on a une chute énorme de la distribution d'antibiotiques en mars 2020. Donc, du côté des médicaments comme du côté des rouleaux de papier toilette, habituellement, on a pas mal de Français qui ont fait des provisions, de Doliprane et autres, ici en début mars. C'est pas le cas des antibiotiques parce on les obtient sous prescription. Mais à partir d'avril, il y a plus personne j'exagère, mais il y a 40% de baisse de vente d'antibiotiques. On ne soigne plus les Français avec des antibiotiques. Et donc ça pose quand même question sur la politique de santé, de se dire, voilà, vu qu'on a dit aux gens ne consultez pas, prenez du Doliprane, ils n'ont plus droit aux antibiotiques. Habituellement, on en donne quand même parce que des personnes âgées qui chopent des maladies hivernales qui sont pas bien, voilà, dans ces périodes-là, des antibiotiques préventifs, ça peut éviter qu'elles fassent des surinfections et donc qu'elles soient bourrées de bactéries à ces moments-là et du coup qu'elles survivent pas. Bon, et c'est d'autant plus inquiétant que cette mode de ne plus donner d'antibiotiques du tout, j'exagère un peu, mais de vraiment avoir diminué très drastiquement, elle a perduré. Et cet hiver, en tout cas, les médecins n'ont quasiment pas prescrit d'antibiotiques non plus. Et donc ça pose vraiment question
sur le fait d'avoir une autorité qui dit aux médecins vous ne donnez plus d'antibiotiques et vous donnez du Doliprane, et que finalement tout ça s'exécute tranquillement et qu'on voit même plus l'impact des maladies hivernales sur les antibiotiques. C'est très intéressant de voir qu'effectivement maintenant la prescription ou la consommation donc d'antibiotiques elle a fortement baissé donc en mars 2020. Et puis, ça perdure. C'est comme si on était dans un nouveau paradigme médical où les antibiotiques ont plus trop leur place. Exactement. Et voilà. Et ce qui fait que même comparer des décès toutes causes depuis mars 2020, c'est compliqué de faire finement, nous sommes maintenant sur une population française à qui on ne distribue plus d'antibiotiques lorsqu'on est en phase de maladie hivernale. Donc évidemment, j'ai quand même l'impression que ça va avoir des impacts sur la mortalité. C'est juste mécanique. Et alors ça, c'est intéressant de le voir. Et donc voilà, c'est l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est l'étude qui a été réalisée par Cochemed et Fontanet, donc 2 membres du conseil scientifique, qui à la fin du confinement ont fait une grande étude sur tous les personnes qui sont arrivées à l'hôpital, et qui ont été traitées et qui sont décédées dans les hôpitaux parisiens. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, leur étude, puisqu'elle montre, ici, courbe de gauche, qu'il y a 50% des patients sur cette période de mars-avril qui sont arrivés à l'hôpital et ont été placés direct en réa. Voilà, donc ils étaient dans un état, et la moitié, 1 sur 2, étaient dans un état tel en arrivant qu'on les a placés direct en réa. Et 20%, on les a mis en réa jour 2. Donc je ne sais pas s'il n'y avait pas de place ou quoi jour 1, mais ce qu'on va voir après, ça va peut-être nous donner une idée. Et ça, c'est le graphique d'après. C'est le temps qui s'est passé entre le moment où le patient arrive à l'hôpital et le moment où il décède. Pour tous les décédés, il y en a 17 000. Donc ça, c'est intéressant. On voit sur le premier graphique donc une énorme barre au début. C'est le nombre, la part des personnes qui sont décédées dès leur arrivée à l'hôpital, donc au premier jour. Et c'est 17%. Donc nous avons sur cette période de mars-avril 17% des gens, là, des 17 000 qui étaient pas bien, qui sont allés à l'hôpital, qui meurent jour 1. Et donc ça me paraît être un signe statistique extrêmement fort que ces gens-là sont arrivés trop tard. Ils n'ont pas eu de soins, puisque c'était ce qui était demandé, donc pas de consultation Doliprane dodo, et en arrivant à l'hôpital, ils sont morts directement. C'est tellement... C'est décès. Doliprane dodo, c'est ça. Décès. Voilà. Et donc, c'est tellement énorme dans l'étude Cochemed-Fontanet qu'ils ont fait une modélisation de ces décès et qu'ils ont sorti les morts jour 1 en disant ça, c'est autre chose. Voilà, c'est une mort rapide. On va pas trop s'en occuper. On va regarder ceux qui meurent plus tard. Mais en fait, donc ils ont fait 2 modèles. Mais en fait, il n'y a pas de modèle. Il y a juste la preuve irréfutable que les gens sont arrivés trop tard. Et c'est complètement criard. Et puis, il y en a un peu moins de 10% qui sont morts jour 2 et jour 3 également. Donc, on va voir ce que c'est que mourir jour 1, jour 2 et jour 3. Ici, sur ce graphique-là, toujours avec les données de l'INSEE et données Santé publique France, je vous ai représenté les décès que nous avons en France, en orange, donc là, hors Covid, et Covid en bleu cumulé. Donc, Covid, ça vient de Santé publique France, et le hors Covid, c'est avec les décès toutes causes à l'INSEE. Donc, voilà ce que ça fait si on superpose les deux. Donc, on a bien des hausses de décès qui arrivent en même temps, entre eux, que ce soit Covid ou hors Covid. Ici, on voit pas grand-chose, mais en fait, les Covid augmentent bien plus vite que les morts hors Covid. Ça va se voir si j'additionne plus de graphiques, mais que je les mets en séparé. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de mars, on est toujours à l'hôpital, hein, bien sûr. On a 1000 morts. En gros, on a 1000 morts à l'hôpital tous les jours, en France en période hivernale. Ça, faut le savoir aussi. Donc, il est tout à fait normal d'avoir 1000 morts tous les jours aux hôpitaux français. Hein, c'est vraiment notre norme. Et qu'à partir du moment où on commence à comptabiliser et à faire rentrer des gens comme étant des malades Covid dans les hôpitaux français, eh bien, on en a compté beaucoup moins dans tous les autres services réunis. Il y a vraiment un transfert quand les Covid arrivent, les autres, il y en a moins. Donc, ça peut être 2 choses. Hein. Soit on s'est mis à comptabiliser Covid des gens qui étaient là, qui auraient été comptabilisés d'une autre pathologie avant, hein, qui sont dans le total général, ou bien soit c'est qu'on a exclu de l'hôpital les gens qui n'étaient pas Covid, donc pour des raisons notamment qu'on a évoquées tout à l'heure avec les infarctus, les AVC. Donc dans les 2 cas, c'est assez grave ce qui a été fait, et c'est grave de voir le hors Covid diminuer autant.
Et donc ça, c'est pour mars-avril. On peut regarder aussi depuis octobre, ce qui est intéressant. En gros, en France, il n'existe plus de mortalité hivernale à l'hôpital, mis à part la Covid. Voilà. Donc, on décède 1000 personnes par jour, c'est vraiment quand il n'y a pas de maladie en France. Donc, depuis octobre, voilà, les morts de l'hôpital sont à 1000 et tout ce qui est de l'ordre des mortalités hivernales habituelles, tout ça, c'est mi-Covid. On en est là. Donc, ça donne une idée du sérieux du comptage. Si on regarde, donc, ici en France, tout à l'heure, je vous ai fait un calcul de surmortalité pour les décès à domicile qu'on avait bien expliqué par AVC infarctus. Ici, je fais le même exercice. Là, pour mars-avril, sur notre période, en gros, il décède à l'hôpital en moyenne 961 personnes tous les jours. Et donc, j'ai bien une surmortalité hospitalière de 6000 décès environ sur cette période de mars-avril. Bon, je prends large, je compte pas la sous-mortalité que j'ai après. Du 18 mars au 18 mai, qui pendant la période comptait où on a des décès indiqués Covid à l'hôpital. Pendant cette période-là, j'ai 17 570 décès qui sont enregistrés Covid, pour une surmortalité de seulement 6 000. Bon, il se trouve que nos 17 570, on a vu tout à l'heure qu'il y en avait 17% qui étaient morts jour 1, donc qui sont arrivés trop tard, ça fait 3 000. Et si je pousse le bouchon un peu loin et que je dis, quand on meurt dans les 3 jours après être arrivé à l'hôpital, c'est quand même qu'on est arrivé bien tard, surtout pour une maladie hivernale, ça nous met 6 000 décès. Donc, la bosse que vous voyez là, 6 000 décès, c'est exactement la bosse, si on se dit, mourir dans les 3 jours à l'hôpital, c'était arrivé trop tard. Et c'est exactement ça. Donc, si on enlevait les gens arrivés trop tard à l'hôpital, on n'aurait pas de bosse. Donc, je suis toujours en mort toute cause, et il n'y aurait pas de surmortalité en 2020 à cette période-là, si on considère qu'on aurait pu sauver des gens qui sont morts dans les 3 jours en arrivant à l'hôpital. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'hôpital. Pour finir avec l'hôpital, je vous ai montré au début que la surmortalité a concerné des territoires extrêmement particuliers, notamment l'Île-de-France, qui a fait certains choix, et qu'il y a d'autres territoires où il n'y a pas du tout de surmortalité pendant cette période-là, et même la majorité des départements français. Donc il y a une étude de l'INSEE qui s'est posé la question de savoir qui était mort plus que d'habitude en mars-avril 2020, et donc il trouve qu'il s'agit en tout cas, il y a une vraie surmortalité constatée chez les personnes nées à l'étranger. Alors, l'étude conclut sur le fait que les personnes nées à l'étranger ont peut-être, génétiquement quelque chose qui les défavorise, ou bien qu'elle remarque aussi que ce sont des personnes qui sont dans les services, donc elle imagine que ce sont des gens qui sont en situation défavorisée et qui vivent en promiscuité, donc qui se refilent des maladies, et puis qui travaillent auprès de malades. Alors, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette lecture-là unique dans un papier comme celui-là de l'INSEE, sachant que tous les ans, extrêmement régulièrement, l'INSEE fait un rapport complet sur la pauvreté et qu'on sait que les personnes nées à l'étranger ont des taux de pauvreté qui sont bien supérieurs aux autres, et notamment en Île-de-France. Donc, on a vu qu'il y avait une surmortalité en Île-de-France particulière, que cette surmortalité, finalement, elle concerne probablement des quartiers pauvres, de personnes nées à l'étranger, donc qui sont pas forcément dans un état où c'est la promiscuité, mais en tout cas, on sait qu'il y a des énormes problèmes de salubrité et d'accès aux soins sur ces territoires-là. Et donc, c'est assez incroyable de ne pas lire du tout cette analyse-là dans ce papier-là. On parle bien de gens qui sont, la plupart du temps, en situation de pauvreté, qui vivent dans des logements insalubres et qui n'ont pas accès aux soins. Il y a un vrai sous-recours aux soins de ces populations. Et comme on leur a dit de pas consulter, on n'a probablement pas arrangé les choses. Et il y a des gens qui me disent, il y avait la téléconsultation. Pensez que des personnes d'origine étrangère qui vivent dans un HLM insalubre parisien vont faire de la téléconsultation. Je pense que c'est pas avoir très bien compris ce que c'est que la pauvreté en France, quoi. Ça n'a absolument aucun sens de dire quelque chose comme ça. Donc, bien évidemment, les personnes que nous avons décédées en trop sur cette période-là, ils sont sur des territoires particuliers et ce sont majoritairement des pauvres pour lesquels on peut discuter de l'opportunité de les enfermer chez elles et de ne pas les consulter. Pour terminer sur cette période-là, on va parler des décès en EHPAD, c'est le dernier pan, et on a bien des décès en EHPAD en France. Sur ces périodes. Alors, ça, c'est un travail que j'ai fait toujours pareil. J'ai récupéré les données des décès de toutes causes INSEE
Et puis, j'ai mis en dessous les décès Covid Santé publique France. Donc, les décès Covid Santé publique France des EHPAD, elles sont très intéressantes. Allez les chercher. Là, je les ai un tout petit peu retravaillés parce que j'avais des jours où j'avais beaucoup plus de décès Covid que de décès en tout. Donc ça me posait un peu de petit problème pour faire des graphiques. Donc, j'ai un peu lissé les choses de façon à ce que ça marche. Et puis, si vous allez sur Santé publique France, vous avez des jours avec des décès négatifs. Je crois que le record, ça doit être le 9 mai. Il y a 300 ressuscités en EHPAD de la Covid sur le site. Donc ça, très clairement, c'est des données qui ont été doublonnées avant et donc c'est un rattrapage de données qui ont été mis avant en trop. Donc pour faire ce graphique, j'ai tout corrigé de façon à ce que ça marche. Et souvent, quand il y a un gros rattrapage où on met moins 300, c'est que 2 jours avant, il y avait un plus 400 qui traînait. Donc bon, voilà. Donc ça, j'ai repris les données et j'en ai fait un graphique qui tienne à peu près la route. Mais voilà. Mais j'ai pas souvenir quand on avait tous les soirs une certaine personne qui nous donnait les morts en EHPAD, et donc les forts décès en EHPAD. J'ai pas souvenir qu'une seule fois il serait revenu en arrière en nous expliquant qu'en fait il y avait un dédoublonnage et qu'en fait il y en avait 300 de moins. Donc ça, je pense qu'autant l'information est passée dans un sens, mais pas dans l'autre, ce qui est peut-être dommage. Le gouvernement ne peut pas faire d'erreur, donc il peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Ça, c'est la règle numéro 1, et si le gouvernement fait une erreur, règle numéro 2 se réfère à la règle numéro 1. Je pense qu'on en est là. C'est ça. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que sur cette période de mars-avril, quasiment tous les décès français des EHPAD ont été remontés comme étant de la Covid. On n'est pas à 100%, mais on doit être à quelque chose que, sur cette période-là, à 80% des décès des EHPAD qui remontent comme de la Covid. Donc, c'est évidemment complètement impossible avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le fait que dans les départements français, il y en a moins de la moitié qui ont une surmortalité sur cette période. Donc, c'est pas possible de se dire qu'absolument toutes nos personnes âgées à ces moments-là sont décédées de la Covid. Ça n'a absolument aucun sens. Donc là, il y a un vrai problème de remontée de la donnée où il y a eu un peu trop de valorisation. Et il y a un autre souci sur la période dont il faut parler, c'est le décret Rivotril qui a été utilisé notamment beaucoup en EHPAD. Donc le Rivotril, toujours pareil sur Medicam, j'ai téléchargé les données, le Rivotril par injection, ici. Le Rivotril, c'est un médicament qui est un antiépileptique, donc qui est donné sous forme de cachet la plupart du temps pour les personnes qui font de l'épilepsie, et qui a été complètement sorti de son usage normal à partir de fin mars 2020, où il y a eu une dérogation, où il a été demandé aux soignants d'accompagner la fin de vie des personnes ayant contracté la Covid ou avec un soupçon d'avoir contracté la Covid et qui étaient en détresse respiratoire forte, en leur injectant du Rivotril. Si vous allez lire, donc allez sur le Vidal, vous lisez les effets secondaires du Rivotril et surtout la posologie et dans quel cas ne pas utiliser le Rivotril, c'est écrit noir sur blanc, ne jamais utiliser de Rivotril sur une personne qui est en détresse respiratoire, tout simplement parce que ça la fait arrêter de respirer. Et les chances de survie lorsque l'on arrête de respirer sont pas très bonnes et pas très longues. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que au mois de mars, il y a déjà eu d'emblée une hausse de la vente de boîtes de Rivotril en solution injectable par boîte de 6 et que cette hausse a explosé au mois d'avril avec, donc c'est plus 227%. On est parti d'un niveau où on était à peu près 700 boîtes, il me semble, au mois de février. Et là, on a plus de 2000 boîtes de 6 qui ont été vendues. Et donc, comme je le disais, faire une injection de Rivotril à des personnes qui sont en détresse respiratoire forte, donc qui vont décéder dans les jours à venir très probablement, si on leur fait cette injection-là, ils décèdent dans les minutes qui suivent. Donc, de minutes, on a les heures qui suivent. Donc, on a, à ces moments-là, par la loi, le décret que vous pouvez lire sur Internet, autorisé l'accélération du décès des patients dont on estimait qu'ils allaient décéder par infection respiratoire. Et donc, cette accélération des décès, elle se voit dans les statistiques de manière mécanique. Si, à cette période-là, vous avez des gens qui vont probablement décéder dans les semaines qui viennent, mais que vous les terminez tous au même jour, eh bien, fatalement, vous avez un pic. Donc, ce que l'on observe ici, notamment en EHPAD, c'est aussi le pic du fait qu'on a terminé les gens tous en même temps. C'est mécanique. Donc, il ne s'agit pas pour moi de faire un autre commentaire que statistique en disant juste, voilà, si les gens meurent en même temps parce qu'on a fait
une opération, on a créé un événement artificiel tous en même temps, on a un pic de décès. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un lien quelconque à voir avec une mortalité exceptionnelle, quoi. Il y a en partie là-dedans, en grosse partie même, si on regarde les chiffres, des choix médicamenteux qui ont été faits. Donc, pour nos... Ça s'apparente à du meurtre de masse, ça, en fait. Chacun peut le qualifier comme il veut. Il s'agit de, en tout cas, terminer des personnes qui étaient en détresse respiratoire, mais qui ont été terminées. Donc, si je reprends sur notre graphique français, ici que l'on voit avec la hausse de mortalité en mars-avril, je voulais détailler pour les domiciles, pour les EHPAD et pour l'hôpital, et dans les 3 cas, sans parler de surmortalité liée à un virus, je vous ai montré que ce pic peut s'expliquer entièrement par les choix qui ont été faits. En tout cas, les chiffres que je trouve liés aux choix sanitaires qui ont été faits m'expliquent totalement ce pic pour les 3 cas. Donc pour l'instant, j'ai juste parlé de la mortalité toute cause et même pas encore de décès liés à une pathologie, enfin liés à une maladie respiratoire aiguë. Donc revenons ici. Ici, on a fait mars-avril. Maintenant, parlons un petit peu du mois d'octobre. Je vous ai tout détaillé pour mars-avril. Je ne vais pas tout vous redétailler pour le mois d'octobre, puisqu'on a fait globalement la même chose. On a dit aux gens qu'il se passait quelque chose de dangereux. On les a même confinés à une certaine période, avec possiblement les mêmes effets. Et on a toujours dit aux médecins de donner du Doliprane en cas de suspicion de Covid-19, et notamment pas d'antibiotiques. Et on a vu qu'il n'y avait pas d'antibiotiques distribués. Donc oui, depuis qu'on applique cette méthode-là, on a plus de décès. Donc moi, ce que je constate en tant que statisticien sur les décès toutes causes, en tout cas, c'est que depuis que nous avons changé de méthode et que nous en appliquons certaines dont nous avons pu quantifier les décès au mars-avril, nous avons en effet plus de décès que d'habitude. Voilà. Statistiquement, les effets n'expliquent pas les causes. On peut m'expliquer tout à fait que c'est parce qu'il y a une maladie exceptionnelle, mais moi, je constate que si je mesure les impacts des décisions prises, j'explique la mortalité sur la période. Et probablement qu'en octobre, il se passe la même chose. Je vous mets ensuite un autre graphique. Je suis tombé dessus par hasard en faisant des recherches toujours sur Medicam. Je me suis posé la question de ce que l'on avait fait, notamment pour les épisodes grippaux, puisque sur cette période d'octobre, il y a eu des choses qui sont passées en France avec un énorme recours à la vaccination grippale. Ça, ici, je vous ai mis toujours les décès hebdomadaires. Et puis, en face, j'ai mis le nombre de vaccins grippaux vendus en pharmacie, donc ici, depuis 2015. Et en effet, en 2020, nous avons un énorme pic de vaccination grippale, probablement suite à la peur de ce qui s'était passé au printemps dernier en se disant qu'il allait y avoir une nouvelle épidémie qu'il fallait se prémunir. Et ici, c'est plus de 65 ans que j'ai mis. Ouais, c'est ça. C'est des décès de plus de 65 ans. Et je remarque que si je mets la distribution des vaccins grippaux, ici, j'ai lissé de manière hebdomadaire avec les dates qui sont officielles de distribution du vaccin, j'obtiens des courbes qui ressemblent assez fortement aux hausses de mortalité constatées sur les périodes au mois d'octobre. Alors, j'ai trouvé une étude parue en février 2020 qui montre, une certaine étude qui dit qu'elle trouve une corrélation entre le fait de proposer une vaccination grippale et le fait d'avoir une hausse des cas et des problèmes liés à des coronavirus. Donc, à ce moment-là, je me pose la question, est-ce que sachant qu'en octobre, nous savons que nous sommes dans une période de hausse de mortalité tous les ans. Donc, c'est-à-dire, c'est une période où on sait que les gens sont fragiles et qu'ils décèdent plus que d'habitude. Nous lançons à cette période-là une grande campagne de vaccination grippale, sachant que nous avons des personnes fragiles à cette époque-là et que nous sommes en suspicion, en guerre, dirons-nous, contre des coronavirus et que nous avons une étude qui vient de sortir qui nous dit attention, la vaccination grippale a l'air de favoriser le terrain au coronavirus. Donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée
est-ce que donc le cumul que nous avons à cette époque-là, on a confiné les gens, on n'aura pas donné d'antibiotiques et on leur a donné un vaccin, c'est-à-dire quelque chose qui va stimuler en tout cas, ou mettre à mal en tout cas, demander des ressources à leur système immunitaire très fort, sachant que ce sont des personnes âgées de plus de 65 ans, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Et moi, je vois je vous montre une corrélation statistique. Je dis pas qu'il y a de cause à effet, mais quand même, ça marche quand même drôlement bien. Il y a peut-être des questions à se poser sur ce qu'on est en train de faire et de pas tout cumuler à la fois. Surtout si on va avoir moins de décès, pardon. Donc voilà pour cette période d'octobre où on a du confinement, pas d'antibiotiques et une vaccination qui n'a rien à voir avec ce qui est présenté comme étant problème en cours, puisqu'on a dit qu'en 2019, il n'y avait pas eu de mort de la grippe. Bon. Et là-dessus, c'est intéressant d'avoir mis en place une campagne de vaccination massive contre la grippe, alors qu'on nous dit, en gros, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus que du Covid maintenant. C'est très surprenant. Voilà, c'est en effet assez surprenant. Et les gens ils sont allés tranquillement, hein, il n'y a pas de problème. Et en particulier plus de 65 ans, puisque c'est gratuit. Donc, il y a peu de vaccinations des moins de 65 ans en France. Ce sont les plus de 65 ans qui ont le droit à la vaccination grippale gratuite. Alors, j'ai quand même été regarder ce qui s'était passé en Finlande, puisque cette extrême vaccination grippale, elle a lieu dans énormément de pays d'Europe. Et je vois dans beaucoup de pays d'Europe une hausse de la mortalité en octobre. Donc ça pose question. Il y a même eu des pénuries de vaccins grippaux à cette époque-là, avec des pays qui en recherchaient tellement tout le monde en voulait. Mais il y a des pays en Europe qui sont un peu particuliers, notamment la Finlande. La Finlande a tenté un procès suite à la vaccination H1N1. Donc je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais il y a eu des enfants, un certain nombre, une petite dizaine, qui ont développé une narcolepsie, donc c'est-à-dire un bout de cerveau grillé tout simplement, suite à la vaccination H1N1 qui a eu lieu, donc c'était 2011 il me semble, quelque chose comme ça. Et en 2018, il y a eu un verdict qui a bien dit que c'était bien le vaccin qui avait causé ces narcolepsies. Donc la manière, juste pour rappeler rapidement, c'est du coup une incapacité à contrôler des sommeils. On peut tomber comme ça de sommeil en pleine journée au milieu d'une activité. Donc c'est extrêmement handicapant et ça rend très compliqué la vie sociale aux personnes qui sont touchées par les narcolepsies. Et le lien avait été reconnu effectivement en Finlande, et il me semble peut-être en Norvège, en Suède aussi, entre le vaccin contre le H1N1 et ces phénomènes de narcolepsie. Et je crois que ça a touché plutôt des centaines, voire des milliers de personnes, parce que c'est des pays, alors peut-être pas la Finlande, mais où la pharmacovigilance est beaucoup plus poussée qu'en France, où en France, on n'a pas vu le lien. On a dit il n'y a pas de narcolepsie, il n'y a pas de rapport, alors que dans ces pays-là, ça a été bien mis en évidence. Oui, tout à fait. Il faut savoir que la pharmacovigilance est passive en France, mais dans quasiment tous les pays européens en fait. Quand vous prenez une substance à un médicament et que vous avez un effet secondaire, parfois grave, personne n'ira vous chercher pour savoir ce que vous avez eu. C'est à vous de faire la démarche de la remonter. Et quasiment toute la pharmacovigilance se fait de la part des citoyens. En grosse majorité, les professionnels de santé le font extrêmement peu. Donc là, on vit actuellement une période vaccinale. Il y a des effets secondaires classiques, même de fatigue, etc. Et extrêmement peu, surtout en France, sont remontés et très très peu de la part des professionnels de santé. C'est à vous, citoyens, de faire la démarche. D'ailleurs, c'est assez important à dire. Si jamais vous êtes jeune, en bonne santé, que vous avez 35 piges, que vous faites vacciner et que vous tombez de fatigue, de sommeil, parce que vraiment vous avez du mal avec la substance qui vous a été injectée, il faut faire une remontée de pharmacovigilance, tout simplement parce que si la même chose arrive à une personne de 90 ans, elle peut ne pas se relever. Et donc le fait que les médecins ne le fassent pas et que les citoyens ne le fassent pas non plus, c'est un énorme problème pour évaluer des possibles effets de ce qu'on est en train de faire. Donc il faut vraiment faire cet effort. Et l'autre problème, c'est le principe ce qu'on appelle du challenge des challenges rechallenges en termes de pharmacovigilance. C'est-à-dire que pour dire que c'est bien un produit qui a donné un effet secondaire, ce qu'on fait, c'est que quand le patient se plaint une première fois, il dit « j'ai pris telle substance et voilà, j'ai eu des boutons partout ». Ensuite, on lui demande « mais quand vous avez arrêté, les boutons ont disparu ».
Enfin, quand il y a eu des boutons partout la première fois, on appelle ça challenge. Ensuite, on lui dit, si vous arrêtez, les boutons disparaissent. S'il répond oui, on appelle ça déchallenge. Et si, quand il recommence, les boutons réapparaissent, on appelle ça rechallenge. Et on considère qu'il y a un lien de causalité quand on fait quand on fait challenge, déchallenge, rechallenge. Le problème avec un vaccin à une dose, c'est que globalement, on vous donne un vaccin une fois, que vous avez des effets secondaires une fois, et que du coup, vous êtes dans challenge, et donc on ne considère pas du tout ça comme une preuve. Donc la seule manière pour un vaccin, c'est d'être à 2 doses pour faire une remontée. Et là, il faut quand même que l'effet secondaire, il soit pas trop grave. Si on a une personne qui subit une intervention quelle qu'elle soit, une intervention vaccinale par exemple, et qu'elle décède juste après l'intervention, elle est dans challenge. Et on peut pas la ranimer pour savoir si elle va décéder une deuxième fois et donc faire un rechallenge. Donc de toute façon, même tout décès qui remonterait suite à une première injection de quelque chose sera dans challenge et considéré comme non probant. Donc on a quand même un double problème avec la remontée de pharmacovigilance. De 1, ça remonte pas, et de 2, quand ça remonte, si c'est des décès, ça a peu de chances d'être considéré comme probant. Alors que là, ce qui s'est passé avec la narcolepsie, comme le décès, c'est un événement qui est pas rare et qui en a quand même beaucoup dans une population, on peut pas faire un lien. Alors que là, pour la narcolepsie, on s'est quand même retrouvé avec une proportion de personnes narcoleptiques qui n'avaient rien à voir avec les standards habituels, ce qui a permis de faire le lien. Et c'est un peu la seule manière de coincer, entre guillemets, des producteurs de médicaments qui ont des effets secondaires graves, c'est quand on arrive à trouver des choses qui sont extrêmement rares et qui se propagent suite à un événement. Et comme le décès, c'est pas rare, ça marche moins bien. Et donc là, ça a marché pour la narcolepsie. Pardon. Et donc, vous voyez là que pour la Finlande, le procès a eu lieu en 2018. Et étonnamment, quand même, depuis l'abandon, en tout cas, des diverses campagnes vaccinales grippales, la mortalité hivernale de la Finlande n'a pas forcément l'air de s'en porter plus mal. Donc, étonnant. À ce stade-là, ce serait moi, j'ai pas les données pour savoir exactement qui vaccine qui avec le vaccin grippal dans quelle quantité. Je remarque juste statistiquement que les pays, en tout cas, qui ont acquis une certaine méfiance vis-à-vis de ce type de pratique, ont des mortalités hivernales moindres, contrairement à ce qu'on pourrait affirmer, c'est-à-dire, bah voilà, ils sont plus vaccinés contre la grippe et donc ils vont mourir plus. Ça n'est pas le cas. Et là, maintenant, pour finir, on va parler un petit peu du rebond de mortalité depuis janvier 2021. Donc là, il s'est passé quand même depuis janvier 2021 quelque chose de complètement inédit dans le monde, c'est-à-dire qu'on a lancé des grandes campagnes de vaccination anti-Covid partout dans le monde, tout le monde en même temps, avec des vaccins expérimentaux, donc c'est-à-dire qui ont une autorisation provisoire de mise sur le marché et sur lesquels on n'a pas du tout les périodes qui nous permettent de dire que ces vaccins ni sont efficaces, ni sont pas dangereux. On est dans ce qu'on appelle une expérimentation qui doit durer encore jusqu'au moins 2023, sur lesquels, voilà, on n'a pas du tout le recul nécessaire et demandé habituellement aux médicaments, et donc on roule les jeunesses. On est parti sur une injection quasi totale de la population avec ça. Et je remarque, donc vous le verrez, c'est pareil sur le graphique, dans absolument tous les pays, les 33 pays d'Europe, mais ce ne sont pas les seuls, la date de démarrage de la campagne vaccinale correspond exactement partout à une nouvelle période de hausse de mortalité. Donc là, je vous ai mis le cas le plus emblématique que j'avais trouvé. Il y en a d'autres des comme ça, mais celui-là, il est assez fort. Donc vous avez la Hongrie qui a chaque année une période de forte hausse de mortalité l'hiver, hein, comme tout le monde, qui concerne les plus de 65 ans et un peu aussi les moins de 65 ans. Et vous avez l'année 2020-2021, l'hiver, là où vous avez une première hiver, là voilà, où je ne sais pas quel est l'état de la campagne de vaccin antigrippal à ce moment-là, mais bon, passons. Mais vous avez ici la deuxième campagne de vaccination qui démarre, et une forte hausse du nombre de décès toutes causes qui arrive exactement en même temps. Chez les plus de 65 ans, où là, on se retombe avec le même pic qu'on a eu juste avant, mais plus étonnant, sur les moins de 65 ans, avec un pic de décès jamais égalé sur une certaine période. Et pour aller encore plus loin, j'ai regardé pour les moins de 40 ans, qui sont des populations qui ne sont pas soumises aux mortalités hivernales. Hein. Il y a d'autres choses qui
qui font les décès des moins de 40 ans, mais globalement, l'hiver, c'est pas franchement plus que l'été. Et là, en effet, donc on a eu une première hausse de mortalité des moins de 40 ans en Hongrie en octobre, et on a bien une forte hausse, jamais égalée dans tout ce que je peux remonter dans les données Eurostat, depuis le début de la campagne vaccinale. Donc, c'est du décès toute cause, mis en face de la campagne vaccinale, c'est une corrélation, je ne fais pas lien de causalité, mais chacun en déduira ce qu'il voudra lorsqu'il voit ces chiffres. Mais ce rebond de mortalité que vous mettez en face de la date de la campagne vaccinale, il existe pour absolument tous les pays d'Europe, bon, pas forcément pour les jeunes. J'ai oublié de vous mettre celui de la France. Voilà, en France, on a bien observé ce rebond, et dans tous les autres pays, mais plutôt pour les personnes âgées. Et donc, on remarque quand même avec étonnement une parfaite concordance des dates entre le début d'une campagne et une hausse de mortalité. Voilà ce qu'on peut dire pour la mortalité toute cause au regard des choix qui sont faits sans essayer de se mettre de biais sur le Covid ou pas Covid. Voilà, c'est du toute cause et je mets en face les différentes décisions qui sont prises. Ok, merci beaucoup Pierre. Il fait sombre de ton côté, j'ai l'impression, non? Oui, comme là on est en novembre là fatalement. Je vais essayer est-ce que je peux retrouver une lampe? En novembre. Oui, je rigole un peu, mais bon, c'est. Merci pour cette présentation, c'est extrêmement intéressant. Après, c'est difficile de faire des liens de cause à effet. Effectivement, on peut que émettre des hypothèses. Il y en a qui ont l'air d'être particulièrement robustes. Par rapport à la vaccination, donc c'est surtout ce qu'on voit, c'est une augmentation à peu près en même temps de la mortalité chez les jeunes et le lancement des campagnes de vaccination là où la campagne commence de façon massive l'hiver, mais ça ne se poursuit pas dans le temps. Est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, peut-être? C'est-à-dire que... Je te laisse reformuler ça, peut-être, d'une façon... Oui, on voit des pics. Il peut se passer plein de choses, j'en sais rien. En tout cas, ce qui se passe, c'est que nous savons que l'hiver est une période de hausse de mortalité, parce que voilà, on a des corps fatigués, on ne sait pas très bien pourquoi. D'ailleurs, il se passe plein d'autres choses. Il y a des notions de température, on travaille un peu dessus d'ailleurs, d'humidité de l'air, de comportement aussi, des gens qui se chauffent, des effets de fatigue, de chaud-froid, du manque de soleil. On sait aussi des choses intéressantes sur le fait que les systèmes immunitaires des personnes âgées sur cette période-là ont l'air de marcher à l'envers au lieu d'aller à l'endroit et de pas les aider du tout. Et donc, se pose quand même la question à ce moment-là d'intervenir de façon massive en injectant quelque chose qui va solliciter fortement le corps pour y répondre, sachant qu'il y a d'autres... il semble y avoir sur ces périodes-là d'autres agressions extérieures. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train, à ce moment-là, précisément, de rajouter du mal au mal? Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée, en tout cas, de faire cette intervention à ce moment-là? Pour ce qui est des jeunes, vous le verrez dans les graphiques, je le vois pas sur tous les pays, je le vois sur la Pologne, je le vois sur la Hongrie. Déjà, il n'y a pas les mêmes produits qui ont été proposés partout. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le vaccin ou si c'est autre chose. Ouais. Je vois juste une corrélation parfaite en termes de temps. Ça peut être produits différents. Donc c'est pas parce que c'est pas les produits qui ont été mis partout. Les lots quand ces mêmes fabricants sont différents. Hein, donc il peut se passer des choses. C'est de l'industrie. Hein, c'est pas la perfection. Il peut se passer des choses aussi dans la stratégie. Un pays qui fait le choix de lancer une grande campagne en la faisant passer par des gens qui sont pas vraiment des professionnels, ça peut poser des problèmes. Je ne sais pas si vous savez, mais se faire une injection quand il y a une bulle d'air dans la seringue, on peut y laisser sa peau. On peut également y laisser sa peau aussi, comme c'est une très grande aiguille intramusculaire, si jamais il y a un nerf. Donc si c'est pas un professionnel qui le fait et que la piqûre est au mauvais endroit, qu'elle est de mauvaise qualité, ça peut être aussi une mauvaise idée. Donc nous sommes ici sur des pays qui ont des problèmes et qui ont eu des campagnes de vaccination extrêmement massives réalisées. Donc je ne sais pas trop dans quelles conditions à ces moments-là. Donc il y a tout un tas de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, qui sont corrélés au type de décision. Mais voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses.
Ok, ça marche. Merci pour ces précisions. Il y a beaucoup de commentaires voilà, qui te remercient pour toutes ces présentations et ces détails et cette pédagogie aussi qui est pas si fréquente chez quelqu'un qui cherche à vulgariser donc des statistiques et des sujets qui sont un petit peu complexes quand même et qui sont surtout en fort décalage avec l'analyse qui est faite par les médias traditionnels. Donc, je te remercie beaucoup pour cet effort que tu as mis pour ce travail. Je vais partager le lien vers l'article. Je crois qu'il est en description, mais je vais quand même le repartager dans les commentaires. Et il y a pas vraiment de questions supplémentaires vu que tu as répondu à pas mal déjà aux questions que moi j'avais posées. Et, Hyper bavard. Non, mais du coup, tu réponds aussi de façon, comment dire, anticipée aux questions qui pourraient venir. Et comme le temps passe aussi et qu'on a un peu dépassé le temps normal de l'émission, c'est pour ça aussi que j'avais pas présenté d'article sur le site Réinfo Covid, mais vous pouvez bien sûr retrouver les articles scientifiques écrits par le collectif Réinfo Covid en vous rendant sur le site réinfocovid.fr et ensuite que je redis ça, se réinformer puis article scientifique. En tout cas, voilà, il y a de quoi vraiment réfléchir, se poser des questions. Je pense c'était extrêmement bien présenté et compréhensible pour la plupart. Donc, merci beaucoup Pierre. Et c'est un plaisir de te recevoir pour cette deuxième fois dans l'émission Science en conscience. Et tu as un dernier mot pour la fin peut-être? Quelque chose que tu voudrais dire pour non, mais merci beaucoup. Puis merci de me laisser dérouler parce qu'en effet, c'est long. Peut-être juste sur le fait que ce soit long, on vit de façon dans un tel état d'information depuis plus d'un an que il est absolument impossible d'arriver vers les gens en leur disant voilà, il s'est rien passé, oubliez la situation. Et donc, quand on est dans ma position et qu'on essaye d'expliquer aux gens la situation, on n'a pas le choix que de tout dérouler et de prendre 1h30 pour réussir à expliquer que la situation que l'on vit depuis le départ, du point de vue de la mortalité, elle ne semble pas spécialement différente de ce qu'on a vécu dans la décennie, mais qu'en plus, si on met vraiment en face les décisions qui ont été prises et qu'on les regarde finement, on a le droit de se poser la question de savoir si c'était les bonnes et de savoir quelle est la raison des hausses de mortalité entre une raison externe ou bien les décisions qu'on applique. Voilà, et qu'on a le droit de se poser la question. Mais pour vous montrer tout ça, j'ai pas d'autre choix que de vous faire le raisonnement que j'ai mis un an à faire pour essayer juste de discuter, quoi. C'est pas possible. Sinon, le discours que j'ai le plus souvent, c'est non, c'est trop difficile à croire, ou bien voilà. Donc, il y a eu besoin de temps pour toi pour le comprendre déjà, que tout ce qui s'était passé n'était pas lié aux explications données par les médias d'une part. Donc, il a fallu faire ces recherches statistiques. Et après, ça demande un temps aussi pour l'expliquer, le vulgariser, le faire comprendre à des personnes qui n'ont pas l'habitude forcément d'aller regarder ces tableaux et d'aller chercher ces informations. Je précise aussi que beaucoup de statisticiens n'ont pas fait ce travail-là et restent dans un conformisme hallucinant sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un gros effort de sortir de ça et d'oser donner un discours de vérité et non pas verser dans la propagande et le rabâchage d'idées fausses comme on entend ça tous les jours. Donc bravo. Oui. Merci. J'ai beaucoup de copains statisticiens et ils m'ont tous fait la même réponse. Hein. Ils m'ont tous dit j'ai pas regardé. Voilà. Donc voilà, il faut faire l'effort. Il n'y a pas trop de choix pour s'informer et que bon, même quand on est statisticien, on écoute aussi la télé, la radio et que voilà, c'est une violence que d'aller chercher même une information officielle avec des calculs simples. Juste des chiffres pour finalement dire autre chose que tous les autres. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été si nombreux. Il y avait beaucoup de monde ce soir. Donc, merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. Et je vous retrouverai dans 2 semaines pour un sujet qui n'est pas encore défini. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je vous invite à les dire. Si vous avez des suggestions de sujets et aussi de personnalités à faire venir, je précise que j'aime bien avoir des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui ont une tête bien faite et qui ont une approche scientifique de qualité. Voilà, merci à tous. Bonne soirée et je vous dis donc à dans 2 semaines. Et au revoir Pierre. Merci beaucoup, à bientôt.